Cette vidéo est sponsorisée, encore un qui zappe la sponsor. Non, mais moi c'est mort, hein. Vraiment tu m'auras pas. Il y a zéro chance que j'écoute ta sponsor comme le mec de la dernière fois. Hein. Tu veux dire celle qui était au début de la partie 2 ? Ouais. Bah la vidéo a été démonétisée. Donc c'est cette sponsor qui a payé mon loyer. Ah. Bon bah vas-y écoute hein. Oli, ce sont de délicieux... Non mais par contre épargne-moi le brief s'il te plaît. On sait que Oli c'est des soft drinks sans sucre, aux arômes naturels, avec plein de saveurs différentes, et qui font des energy drinks, des iced tea, des boissons hydratantes et des milkshakes. On le sait tout ça. Bah très bien monsieur, je sais tout, alors dis-moi pourquoi t'as pas encore testé Oli avec mon merveilleux code promo ? Bah moi mes soft drinks je les achète au supermarché en même temps que le reste de mes courses. Pourquoi je m'embêterais à commander sur internet ? Bah parce que un pot de Oli c'est 50 shakers de 50 centilitres, donc 25 litres de boisson pour 40 balles, c'est carrément rentable. Et surtout ça va prendre moins de place dans ton petit appart étriqué. Non mais oh. Regarde-moi par exemple, j'en ai 3 pots au-dessus de mon vaisselier, ça prend 0 place et c'est l'équivalent de 150 canettes de soft drink. Puis franchement ton Intermarché il est peut-être plus près de chez toi, mais ils ont pas de soft drink à la poire, au kiwi... ou citron matcha menthe. Putain mais j'étais sûr que t'allais m'en parler de celui-là. Non mais après si tu veux tester toi-même les différentes saveurs avant de choisir un pot, t'as les starter packs qui proposent plein d'échantillons différents de toutes les gammes avec un shaker inclus. Et tu peux acheter tout ça grâce au lien dans la description et avec mon code promo MrFox qui te garantit 10% de réduction sur ta première commande et toutes les suivantes. Bon ok j'avoue qu'il déchire le citron matcha menthe. Par contre t'es pas censé faire un jeu de mots toi à la fin de la sponsor ? Si, mais là j'avoue que tu me prends un petit peu de cours là. Dis donc toi, tu te serais pas un petit peu Oli ? Ouais non, laisse-moi faire, la prochaine fois c'est mieux. Oli. Jean-Marie Bigard. Sacré personnage, non ? Un personnage que vous pensiez peut-être connaître, mais que les 2 parties précédentes de cette vidéo vous ont potentiellement fait redécouvrir, dans toute sa complexité. Et c'est de cette complexité dont on va parler dans cette 3e partie. On va beaucoup revenir sur des moments importants de sa carrière et de son parcours, donc je vais partir du principe que vous avez déjà vu les 2 premières parties. Et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire, histoire de pas vous sentir trop perdu. Je précise également que je vais vous présenter ici ma lecture personnelle de la vie et de l'œuvre de Jean-Marie Bigard, et libre à vous de la juger pertinente ou non. Pour le faire, je vais évoquer les différents contextes sociaux qui l'ont vu évoluer, je vais parler de mépris de classe, de misogynie, mais aussi de mécanique oppressive, et je sais que ces quelques mots vont suffire à agacer certains d'entre vous qui me reprocheront de faire la morale, d'être bien pensant, voire pire, de politiser Jean-Marie Bigard. La politique, il en manque. Vous avez vu, on n'en a pas parlé du tout. Alors je sais que ça crispe certaines personnes qui préféreraient que le divertissement et la politique restent 2 choses séparées. Mais ce prisme-là me paraît essentiel pour vraiment comprendre ce qui a fait et défait Jean-Marie Bigard. C'est vrai qu'il y a des moments, il faut avoir les couilles de dire ce qu'on pense, quitte à se mettre des gens à dos. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense en gros de la politique. Donc si vous en faites partie et si à la fin de ce storytelling vous avez déjà fait un petit peu grincer des dents, vous pouvez arrêter là le visionnage. Franchement, je vous en voudrais pas. Vous avez déjà tenu 3 heures d'une vidéo entièrement consacrée à Jean-Marie Bigard. Vous pouvez déjà être fier d'être allé aussi loin. Même si je pense que ça vaut le coup d'aller un tout petit peu plus loin et de s'accrocher pour essayer de trouver du sens dans ce parcours chaotique, je comprendrais que certains préfèrent rester plus en surface. Maintenant que ça c'est dit, expliquons Jean-Marie Bigard. Bon, ça tourne. Jean-Marie Bigard, est-ce que vous pensez être un provocateur ? Ah, je l'espère, je le revendique en tout cas. Qu'est-ce qui a tant plu aux spectateurs des années 2000 chez Jean-Marie Bigard ? Le mieux, je pense, c'est tout simplement de leur demander. Vous n'avez pas peur de rire à des choses un peu vulgaires ? Bon, non, pas du tout, je viens pour ça. Derrière les mots, il y a quand même des images, non ? Oui, mais c'est ça qui est marrant. Pour tout le monde, c'était pareil, hein. Plus c'était cru et plus ça fait rire les gens. Ça fait partie du personnage, la vulgarité, j'aime bien. On adore la vulgarité. J'aime Bigard pour ça, justement. Ah, d'accord. Son côté un peu provoquant et vulgaire un peu. D'accord. Mais c'est pas à prendre au premier degré, il faut savoir prendre. Ce qui va être bien dans ce spectacle, c'est qu'il appuyait tellement le vulgaire, il en est conscient. Et c'est pour ça qu'on peut en rire, je pense. Alors je sais, on va me dire, il est vulgaire. Et moi je vais vous répondre, oui. Alors oui, Bigard est vulgaire, et oui, c'est en partie ce que son public attend, ça ne sert à rien de le nier. Mais avant de s'en servir pour le discréditer ou pour discréditer son public, j'aimerais qu'on remette ensemble les pendules à l'heure. On ne peut pas disqualifier la vulgarité par simple principe moral. On ne peut pas affirmer que le vulgaire, parce qu'il n'est pas noble, n'est par définition jamais drôle, et que poids c'est caca.
parce que c'est pas vrai. Le vulgaire est une forme d'humour totalement légitime et qui, selon si elle est maniée avec talent ou non, peut faire rire ou consterner, comme n'importe quelle autre forme d'humour. J'en avais déjà parlé dans mes vidéos sur le doublage, parce que oui, on a tendance à oublier avec le temps, mais à la base, je faisais des vidéos sur le doublage. Et j'avais évoqué l'exemple de South Park pour expliquer que des mots grossiers soigneusement placés à des moments précis pouvaient être hilarants. En soi, c'est un peu la même recette que le ta gueule évoqué par Calmos. Il va débouler là-dedans, il y a 3,80 m de plafond, des plantes vertes partout, des secrétaires sublimes. Lui, il est prêt à se barrer, on lui dit « c'est à vous ». Il dit « ah bon, il va se retrouver en face d'un mec encostardé avec des Weston. » Il va y dire... Il va y dire, j'ai limé 2 coups et j'y ai tout balancé dans la... chatte. Non, moi, il va pas le dire. Mais attention, je suis pas en train de dire que, pour faire rire sans être disqualifiante, la vulgarité doit obligatoirement être maniée avec parcimonie. Non, 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 on peut très bien faire rire avec une vulgarité excessive, avec une accumulation furieuse de tout un tas d'insanités, en fonction de comment c'est dit et dans quel contexte. Et vous voulez une bonne illustration de ça ? Le florilège de Bigard. Ce florilège qui circule sur internet depuis des années est le témoignage parfait que l'excès de vulgarité peut faire rire. Salope! Oh, salope! Il fait jouir vite! Branlette! Pipe! À se bouffer les couilles! Le clodo qui est là, toi, je le suce. Et j'ai même l'impression que les gens qui détestent, qui vomissent et qui conchient Bigard sont ceux qui rient le plus devant ce florilège. C'est une accumulation d'obscénités tellement excessive que ça peut nous faire rire, en tout cas en faire rire certains. Parce que oui, l'humour vulgaire, il est clivant, c'est indéniable. Il y a des gens que le vulgaire ne fera jamais rire, au même titre qu'il y a des gens que les jeux de mots ne feront jamais rire, ou que l'humour slapstick, à base de gens qui se pètent la gueule, ne fera jamais rire. C'est comme ça, et c'est pas grave. Mais ça ne devrait pas suffire à disqualifier le vulgaire. Le vulgaire peut avoir un côté cathartique, exutoire. On se lâche, ouais, complètement, ouais. C'est ça. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que comme il y a une connivence avec entre le public et Jean-Marie, bon, bah ça permet de rigoler bien de quelque chose où on n'en parlerait peut-être pas forcément de prime abord comme ça, aussi franchement, quoi. Les grossièretés, ce sont des mots qu'on nous a appris à ne pas dire pour des questions de bienséance, de bonne conduite. On ne dit pas merde, couille, poil et cul, ça ne se dit pas. En tout cas, ça se dit pas à l'église. Du coup, voir quelqu'un l'exprimer sans retenue, sur scène, dans des vidéos, dans des films, eh ben ça peut être libérateur et drôle. Parce qu'au fond, ces grossièretés qui ne se disent pas dans la société, on se les autorise dans le privé. On s'est lâché. On s'est lâché. Ça fait du bien. Ça fait du bien un peu. Comme ça, oui, ça change de la tout le monde devrait aller en voir régulièrement et c'est vrai que... Ouais. C'est la vie de tous les jours. C'est les mots de tous les jours, tout le monde se gratte les... Il parle avec les mots de tous les jours, il dit des choses qu'on dit tous, pas forcément devant tout le monde, mais... C'est pas la vulgarité. Alors peut-être que certains me diront que ouais, bon d'accord, c'était vrai à une époque, mais en 2026, on vaut quand même mieux que ça. Ce qui est encore une fois une façon de disqualifier la vulgarité dans sa globalité. Je pense pas que ce soit une question d'époque ou de génération. Alors oui, la vulgarité a évolué, on a par exemple compris les mécaniques oppressives et discriminatoires de certaines injures. Ah oui, les vendeurs de journaux, c'était pas des p*** à l'époque, hein, c'était des gars qui... Mais la grossièreté, l'excès de vulgarité, ça a toujours généré des rires, y compris à l'ère d'internet. Et si ça vous fait peut-être plus rire aujourd'hui, bah il est probable que ça vous ait fait rire par le passé. Et encore aujourd'hui, certains TikTok, certains Reels et certains célèbres mèmes d'internet sont drôles parce qu'ils sont criards, vulgaires ou les deux. Tu t'appelles comment? Quoi? Tu t'appelles comment? Joe! Nique ta mère, Joe! Donc c'est pas une histoire de génération ou d'internet, hein. Après tout, la vulgarité, c'est aussi ce qui a fait le succès du joueur du grenier, par exemple, l'enfant de Juron. C'est aussi ce qui a fait le succès de phénomènes comme What the Cut ou le Raptor dissident. Et encore aujourd'hui, le public de vidéastes comme Chechounet ou Saven apprécie le talent qu'ils ont de glisser des mots et des expressions un peu explicites au milieu de leurs tests. Le pote, le pote, le pote... La pute! La vulgarité, ça a toujours été le prétexte idéal pour disqualifier Bigard. Mais si son seul mérite avait été d'être vulgaire, il n'aurait clairement pas eu cette carrière. Il n'a pas besoin d'autre chose que lui, en fait. Pas parce qu'il est beau, parce qu'il est... Non, je dis pas qu'il est moche ni beau, mais je veux dire, il est lui, quoi. Oui, j'aime beaucoup Bigard parce qu'il a un cœur tendre. C'est quelqu'un qui dégage beaucoup de sympathie et de rire. Moi, il me fait vraiment... beaucoup. Je crois qu'il parlerait pas qu'il me ferait rire déjà, rien que par la gestuelle.
Jean-Marie Bigard, ça se voit dans ses premiers spectacles, il maîtrise beaucoup de formes d'humour différentes. Avant tout, il a un grand sens du timing comique. Il sait parfaitement alterner les temps forts et les temps faibles, et il sait quand s'emporter et quand installer un silence. Avec ses sabots noirs luisants, hein, sa petite barbichette de sous-officier qui se laissait traire, hein, sans bouger une oreille, salope! Salope! Je vous demande pardon. Il manie très bien le mime, la grimace, le comique de répétition. Ça, lui, il est gentil, mais il est chiant, mais il est gentil. Mais chiant. Il a aussi une formidable maîtrise de la scène et de son corps. Il garde toujours le contrôle de son espace de jeu. Je cours de l'autre côté de la rue, il y avait un autre plan, et avec moi qui regardais, ça s'adressait forcément à moi, toi. On l'a vu, il sait raconter des blagues comme personne d'autre. Il est aussi très doué dans le comique de répétition. Non, il est gentil, il est gentil. Il est un peu chiant parce qu'il rigole pas, mais sinon, il est gentil. Mais chiant quand même, un peu chiant. On notera aussi ses facultés d'improvisateur assez bluffantes, capable de rebondir au moindre faux mouvement du public. Bye, hein, si tu te fais chier, hein. Tu crois que je t'ai pas vu? Si, elle va comme ça, le faire. Hein? Public qui peut d'ailleurs servir de base pour lancer d'autres formes comiques, comme le comique de répétition. Il est un peu chiant quand même, il est un peu chiant. Mais il est également rigoureux et surtout très performant. C'est vrai qu'avec le temps, il a une tendance à user et abuser de son niveau de performance en ne misant plus que là-dessus. Mais il a longtemps su comment donner toute sa saveur à une chute, à un simple mot, même à un silence. Et il maîtrise parfaitement ce qui est d'après moi la forme comique ultime, le comique de répétition. Si vous voulez, on peut le faire tous ensemble. Il est gentil, mais il est... Vous voyez, tout le monde le dit, il n'y a pas que moi qui le dis. Alors arrête un peu, arrête! Après, si on fait une analyse globale, je dirais que la forme qu'il maîtrise le mieux, c'est le comique d'observation. Tu t'apprêtes, comme on dit, à lui asséner la phrase qui tue. Et très doucement, tu plonges tes yeux dans les siens, puis tu lui dis... Tu sais, Béatrice, il y a aussi un truc qu'il faut pas... Et ben là, c'est terminé! Et en une seconde, elle a vu que t'étais bourré, tu peux remballer les gaules. Il met le doigt sur des petites choses du quotidien, notamment les trucs qui gonflent dont il a fait sa spécialité, mais aussi certains personnages, certains caractères, certaines petites habitudes, ou encore certains éléments culturels qui rythment notre quotidien. J'ai entendu un bruit au grenier, un bruit à la cave. On va faire 2 groupes de 2. Je suis désolé, non! Personne fait 2 groupes de 2 à ce moment-là. Il y a déjà eu 8 morts. Hein? Faut 2 groupes de 2 un autre jour, hein. C'est vrai qu'il y a des tas de jours où c'est agréable de faire 2 groupes de 2, hein. Ça, moi je jouais au Monoprix de Neuilly l'autre jour vers chez moi. On était 4, on a fait 2 légumes, 2 aux alcools, on a gagné un quart d'heure. Hein. Mais là, non! Au fond, c'est pas très différent d'un Cyprien de la période, je sais pas si vous avez remarqué. Ce qui les distingue fondamentalement, c'est que Bigard va dire les choses de manière beaucoup plus crue et explicite. Une forme d'expression qu'on a souvent simplifiée en vulgaire. Bah, ça, c'est les premiers jets, hein. Après... Et après, POC sur la basket. Moi, j'aurais dû appeler mon spectacle comme ça, POC sur la basket. En réalité, ce que perçoit son public dans cette vulgarité, c'est une forme d'authenticité. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, comme on le disait à une époque où la phrase n'était pas aussi connotée. Il choisit des sujets qui ne sont pas nobles, le caca, les parties génitales, les tracas intimes du quotidien, et il les traite de manière totalement inconvenante, certes, mais très parlante, et qui font dire aux gens le fameux « Ah, c'est marrant parce que c'est vrai ». Par exemple, on s'est tous retrouvés, un jour ou l'autre, dans des toilettes de camping. Manifestement, il y a déjà quelqu'un qui est passé avant toi, hein. Même ils se sont mis à plusieurs pour faire ça, parce que... Si, parce qu'il y a 2 couleurs différentes, et puis voilà. Oui, c'est répugnant, c'est sale, mais ça parle. Alors dans le public, on pouffe discrètement, en levant les yeux au ciel, on se met la main devant la bouche, on semble pas très fier de rire, on fait des « oh là là ». Mais il n'empêche que le public rit. La vie est trop triste, c'est pour ça me kikiner. Moi non, j'ai passé 2 heures extraordinaires. Elle m'a fait pleurer de rire pendant
tout le long du spectacle. Je suis toute mouillée tellement que j'ai ri. Il y a des moments, il y a des tranches de vie, c'est ça qui est bien. Ouais. On sent le vécu derrière. Parce qu'il dit des choses que certaines personnes n'osent pas dire. C'est seul qui ose dire ça? Bah oui. Les autres mecs ne disent pas? Non. En tout cas, pas devant nous. Malgré tout, c'est ce qu'on pense tous, hein. Pipi, caca, bite. On s'aperçoit qu'en fait, on est tous pareils, donc... On dit les mêmes choses à la maison, donc Ouais. c'est un peu pareil, on fait les mêmes constatations. Alors, bon. Donc ça nous rassure quelque part. C'est vulgaire, t'as vu, tout le monde parle de toute façon de la vulgarité, donc c'est vulgaire, il est lui, et c'est vrai. Donc quand t'as un tabouret qui a 3 pieds comme ça va, ça tient quand même debout. Alors encore une fois, la vulgarité, on peut plus ou moins bien l'exécuter. Et Jean-Marie semble de moins en moins habile à la manier. Eh ben, je me suis gouré de trop, hein. Non, je vois bien, j'ai de la merde sur la bite, hein, donc... Un problème qui ne vient pas tant de l'exécution que des textes dont la qualité a drastiquement baissé avec les années. Surtout qu'au fil du temps, Bigard s'est mis à écrire tout seul ses spectacles. Il a arrêté de travailler avec Baffy, avec Palmade, avec Rollin, et le résultat, il est moins bon. Alors qu'avec des co-auteurs, même des sketchs lamentables et indéfendables aujourd'hui peuvent témoigner d'une certaine qualité d'écriture. Et un exemple typique, on en revient toujours à lui, c'est le lâcher de salope. Hier, je suis allé en boîte, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage, dis donc. Oui, c'est un sketch misogyne. Oui, c'est un sketch qui met mal à l'aise beaucoup de gens, y compris moi. C'est pas du tout un sketch que j'affectionne, mais je peux pas nier que ce sketch est assez bien écrit. Il part d'une métaphore hélas pertinente, les hommes considèrent parfois la drague comme une chasse, et il arrive à tenir et à filer sa métaphore tout le long d'un sketch qui au final dure presque une dizaine de minutes. Je me retourne, il avait levé une grognasse, dis donc. Énorme! À 1m50 de nous, en plein après-midi, incroyable! J'avais attrapé une bourgeoise, dis donc. Une belle bourgeoise, hein, dans les 50-52 kilos. Ça bagarre, hein, la bourgeoise, hein? On s'approche. Alors là, je sais pas si j'ai marché sur un paquet de pommes chips ou quoi. Mon vieux, elle nous est partie dans les pattes, elle a disparu dans le rayon charcuterie, on l'a jamais revue, tu vois. Je la tire! Mon vieux, 2 secondes après, tu sais quoi, il y en a une qui me passe sous le nez superbe. Des yeux de biche. Un sourire d'enfer, elle me fait « Salut !» J'ai pas eu le temps de recharger, rien. C'est pour ça que je dis, moi, chasseur ou pêcheur, hein. Moi, ce que j'aime, c'est le côté sportif, l'imprévu. Oui, c'est honteux, et oui, ça véhicule une image dégradante de la femme. Mais si on fait abstraction de cet aspect-là, force est de constater que le sketch est plutôt bien écrit. Ça ne le rend pas acceptable ou agréable, hein, mais ça explique son succès un peu plus sûrement que la simple vulgarité misogyne. Bon, il faut y retourner, hein, les gars. Tu vas, hein? Ah, je fais le tour de mes amis, tu vois. Comment tu vas, toi? Salut, mon Charles. Ça va? On y va, les gars, hein? Allez-y, installez-vous. Pour finir, je dirais que ce qui fait que le public aime Bigard, c'est avant tout parce que Bigard aime son public. D'abord, Bigard interagit beaucoup avec son public. Il veut le voir, et pas seulement depuis la scène. On l'a vu courir, s'époumoner, transpirer à grosses gouttes pour pouvoir rencontrer, saluer, embrasser et serrer les mains des spectateurs, même sur de très grandes surfaces. Il a vraiment besoin de ce contact humain avec son public, et il a besoin de l'inclure dans ses spectacles vivants, comme il aime le rappeler. C'est pourquoi les myopes, ils se masturbent moins vite que les autres. C'est pas pourquoi? Prête-moi tes lunettes, prête-moi tes lunettes. Ils se masturbent moins vite que les autres parce qu'il faut que... Oh, vache, non. Ils se masturbent moins vite parce qu'ils font comme ça, ils font... Vous lui raconterez parce qu'il a rien vu, hein, du coup, hein. Il a entendu rigoler, puis il a... Ouais. Ah. Il faut bien comprendre que pendant longtemps, interagir concrètement avec le public, c'était pas quelque chose de commun dans l'humour. Philippe Feuillebois, le spectateur rendu célèbre par Oh ben oui, c'était en 1990. Bien avant la popularisation du stand-up en France. D'ailleurs, les gens, ils vont dire, nous, on est venus le soir où il y avait Philippe Feuillebois. Tu vas sortir, les gens, ils vont dire, tu crois que c'est Philippe Feuillebois? La forme hégémonique d'humour sur scène à l'époque, c'était les sketchs. Des courtes situations ou des monologues séparés par des extinctions des lumières sur scène et joués par des artistes qui avaient souvent commencé à la télé. Et ces artistes-là, dès leur début, ils ont placé une barrière entre eux et le public. Ils interprètent des personnages et ils performent leurs sketchs. Point. De temps en temps, ils s'adressent au public, mais c'est souvent juste une manière de lancer le sketch ou d'inventer un faux interlocuteur qu'on va pouvoir prendre en témoin.
c'est rarement un vrai dialogue. D'ailleurs, c'était tellement hégémonique, la forme de sketch, que quand Jamel a fait son premier spectacle de stand-up en 1999, il se sentait obligé de rassurer son public. Si on m'avait dit il y a 2 ans que je... juste, je vous raconte ça, après je vais vous faire des sketchs, hein. Je vais pas vous arnaquer, hein. Parce que je le vois depuis tout à l'heure, ils sont les sketchs, hein. La forme stand-up était tellement minoritaire en France qu'il fallait apprivoiser ce public un petit peu désarçonné. Et quand je vous pose des questions, des fois vous pouvez dire des fois ouais, des fois non, je sais pas pour l'instant. J'ai mal au ventre, je te dirai demain, c'est bon? C'est de l'interactivitisme comme ça, tu vois. Hein? Alors je dis pas que Jean-Marie Bigard a inventé le stand-up français, hein. La forme de ses spectacles en reste assez éloignée. Mais Bigard, peut-être grâce à son passé de barman, a créé très naturellement une connivence avec le public. Il leur parle directement, il les fait participer pour leur montrer qu'il n'est pas devant eux ou au-dessus d'eux, mais bien avec eux. Il y a des comiques qui font des sketchs, il y a des comiques qui jouent avec le public, Bigard fait les deux. Et il y prend visiblement beaucoup de plaisir. Et pourquoi? Pour ça, faut le dire. Il a dit, en fait. Ah ouais, c'est vrai que c'est la règle. Tu vois jamais. Non, mais quand tu regardes bien, on n'entend plus rien. Tu prends une feuille. J'ai longtemps interprété le fait qu'il rigole souvent de ses propres blagues comme un témoignage supplémentaire de son gigantesque ego. Sauf que dans son livre, il décrit ce phénomène autrement. Quand tu me vois rire sur scène, c'est pas que je ris de mes propres conneries, non. C'est que je ris de ce bonheur presque irréel de les voir lâcher le guidon. Ça y est, ils me font confiance. Ils sont sûrs et certains qu'ils vont passer une bonne soirée, alors ils me laissent conduire. J'ai gagné, je ne les ai pas trahis. C'est nous, hein, je suis content, mesdames et messieurs. Jean-Marie ne regarde pas à la dépense pour s'assurer que son public passera une bonne soirée. Ça peut être des dépenses financières, comme avec le Stade de France, ou alors des petits trucs plus simples, genre l'équipement du théâtre est défectueux, bon bah, achetez du nouveau matos, c'est moi qui paye. Mais on peut aussi observer ça dans la durée des spectacles. 100% tout neuf faisait 2h20, Bigard met le paquet des animaux et des hommes et Mon Psy va mieux tournait autour des 2 heures. Bigard veut que les spectateurs en aient pour leur argent. Et ça, on peut aussi le voir dans l'intérêt qu'il porte à la technique. Bon, enfin, alors il marche son son, oui ou non? Il marche son foutu son. Qu'est-ce qu'il nous aura gonflé avec son son? Parce qu'il veut s'assurer du confort du spectateur qui a payé sa place ou son DVD, Bigard s'est intéressé très tôt au système de retransmission de l'image et du son, et notamment au son 5.1. Quand on met le DVD, on entendra ce qu'on a entendu dans la salle, ceux qui étaient à Bercy. Par exemple, quand les voitures elles arrivent au début, on entend le son, il va passer de devant à derrière. Absolument. Et les gens vont avoir l'impression de se faire rouler dessus comme dans Bercy. Comme dans Bercy, et en plus ils seront au milieu de la foule puisqu'on va pour ça mettre 15 micros d'ambiance qui Donc permettront... t'as des micros partout dans la salle. Donc on va entendre même l'ambiance des gens. Par exemple, on peut entendre que ça rigole derrière nous. Oui, absolument, on pourra localiser les rires finalement. Et donc on va se situer au milieu exactement comme si on était à Bercy, mais sauf qu'on est à la maison. On sera mieux que n'importe où dans Bercy puisqu'on sera au centre de la salle. On sera à la meilleure place de Bercy, grâce à ce son 5+1. Oui, monsieur. Eh ben dis-le. Dis-le parce que les gens ils peuvent pas comprendre ça. Ça se sent que ça le passionne. Il faut le voir en interview en train d'expliquer en détail 20 ans après comment il a sonorisé le Stade de France à un intervieweur qui de toute évidence s'en branle complètement parce que lui il préférerait parler argent. L'aviation civile m'a dit vous ne pouvez pas remonter vos projecteurs à plus de 30 degrés. Par exemple, toi, je sais pas si tu vois, j'ai dimé 3 fois de 30%. Il n'y avait plus une ampoule à louer. Le problème était les 12 000 de la pelouse. Comme je suis comme ça, à 45 degrés, je bouffe la moitié du but de foot, tu vois, ma scène, je devais plus les 12 000 de la pelouse, au cas où d'une allée de 5 mètres, un véhicule de papier, une ambulance suisse. J'ai fabriqué des baguettes de son quand j'ai vu ça. J'ai dit, ça y est, Eureka. 3 baguettes, qu'un seul rectangle. Humoriste et ingénieur du son, quand même. Ouais, non, mais pire que ça, que j'ai dit ça, fabriquer des baguettes de son que j'avais imaginé, ça ne s'est jamais fait. Parlons franchement, ça vous a coûté combien cette histoire? Alors, hein, j'ai pas fini. Bon, on a plein de sujets, Jean-Marie. Oui, d'accord. Non, je mets tout le monde à 20 mètres du son. J'ai dit de 3 fois, il y a eu 98 mètres. Alors oui, bien sûr, ça lui arrive de prendre des spectateuristes à partie, comme beaucoup d'humoristes, et il lui arrive régulièrement de traiter quelqu'un dans le public de connard, de salope, de dire qu'il est chauve ou qu'elle est moche. Mais là où un certain nombre d'humoristes passent rapidement à la suite,
Bigard pourra difficilement reprendre le spectacle sans aller s'excuser auprès de la personne, lui serrer la main, dissiper le malentendu et s'assurer qu'elle ne l'a pas pris personnellement et qu'elle passera une bonne soirée malgré tout. Non, il est gentil, Attends, je vais y aller, je vais lui serrer la main, je vais profiter que t'as de la lumière. Non, je déconne. Ah, je déconne, vas-y, donne la main. Ah, pardon, ma belle, pardon. Vas-y, check, cousine, check. Putain, elle m'a niqué le doigt. Non, je déconne. Non, je t'adore, t'es un beau garçon. Ah, je déconne. Et là, il a cru que j'allais y mettre une claque dans la gueule. Non, c'est un geste d'amitié, voilà. Ça veut dire que ça veut pas. C'est une constance que j'ai observée dans presque tous ses spectacles et c'est quelque chose qu'il explique en parlant de sincérité. La parole ne représente que 20% de ce que tu envoies. C'est tes yeux, l'intonation de ta voix, la force de ta voix envoie les 80% restants. Tu peux dire autant de trucs ignobles que tu veux, si ton cœur et ton corps envoient de la tendresse, de la gentillesse, les gens ne reçoivent que la tendresse et la gentillesse. Alors là aussi, ce qui est bien, c'est de pouvoir insulter les gens, mais avec beaucoup de gentillesse, quoi. En fait, on s'aperçoit que c'est l'intention qui compte. Tu peux dire à une femme, t'es vilaine, file dans ta chambre, elle va pas s'en offusquer parce que c'est dit avec amour. Voilà, c'est ça le secret. Je pense que c'est aussi pour ça que malgré sa réputation de misogyne, il y a autant de femmes dans son public. Alors bien sûr, il y a la misogynie systémique, intériorisée chez beaucoup de femmes, mais elles disent aussi percevoir cette sincérité chez un homme qui leur rappelle un peu leur mari. C'est un macho, mais d'apparence uniquement. Ah ouais, ça veut dire qu'au fond, pour vous, il ne l'est pas. Non, je pense pas. Pas du tout. C'est un jeu. Comme nos hommes d'ailleurs. Comment vous appelez? Delphine et toi? Laetitia. Ah, encore 2 prénoms de pute. Les gens hurlent de rire. Et les 2 femmes aussi. On rigole parce que les gens ne sentent que ton cœur. La sincérité et l'honnêteté avec le public, c'est un sacerdoce chez Bigard. À tel point qu'il insiste pour ne pas dissimuler ses trous de mémoire ou ses petits relents gastriques. Tu vois, 4 ans, petit rototo là, t'as vu? Non mais c'est vrai, moi je pense que ça... Hop, petit rototo là, t'as vu? Je peux rien faire parce que... Hop, un petit rototo. Et attends, la gueule. Hop, un petit rototo là, tu vois? Ah, c'est parce que... Oh, hop, du coup ça m'a remonté un truc, dis donc. Bah si, j'ai un petit rototo, je le dis, hein. Ça peut arriver, hein. En plus, il est là depuis le début, il attend, il est là, et... Donc là, je l'ai laissé barrer, on est mieux. Tant pis qu'il s'en aille, et puis c'est tout. Il sait que le public sait, donc pour lui ça sert à rien de vouloir sauver les apparences, autant dire la vérité et potentiellement rigoler un peu. Et c'est toujours mieux de dire j'ai un trou et de s'arrêter carrément, même si t'as l'air un peu con. Parce que si tu essayes de masquer quelque chose à 800 personnes qui te regardent comme là ce soir-là, ou à une classe d'élèves, à 30 gosses et tout, tu peux pas mentir. Si t'es dans la merde, les gens voient que t'es dans la merde. Alors que si tu dis bah j'ai un trou, je sais plus où j'en suis, bah les gens ils voient quelqu'un qui a un trou et puis c'est pas grave quoi. Du coup toi tu restes détendu et tu retrouves mieux le fil. Bigard est généreux avec son public, mais aussi avec son équipe, ses petits gremlins comme il les appelle. J'ai rarement vu un humoriste mettre autant en avant ses techniciens. Même quand c'est Bercy, même quand c'est le Stade de France, il va parler d'eux, les nommer, voire même les faire monter sur scène, parfois dès le début du spectacle, parfois même aller les voir, donner un peu de visibilité à leur travail. Bref, il a tout fait pour qu'on sache qu'ils existent et qu'on les identifie. Je voudrais qu'on remercie encore Anne-Marie, Audrey, Titi, Tatane, Diablo, toute l'équipe du Bataclan. Alors la lumière, je disais, les princes de la lumière, mesdames et messieurs. Stéphane, Titi et Diablo. Tiens, rallume voir le stade, s'il te plaît, mon Titi, Tatane, Diablo. Mon Titi, mon Diablo, vous êtes avec la lumière. Mon Titi, Tatane, Diablo, à la lumière. Merci mes petits gremlins, Titi, Tatane et Diablo. C'est les gars qui ont fait le Stade de France. Et le résultat de ce traitement, c'est que des gremlins comme Titi, Tatane et Diablo, eh ben ils sont toujours là. C'est des gens qu'il a engagés à l'époque de 100% tout neuf ou de Bigard met le paquet et qui 15 ans après, 20 ans après, sont toujours là, fidèles au poste. J'ai un truc à vous dire, c'est que j'ai entendu parler qu'il y en a qui diraient que j'ai attrapé la grosse tête. C'est faux. Je vois grand. C'est tout.
Ok. L'impression globale que me fait Jean-Marie Bigard, c'est que c'est le bon gars. La plupart des gens qui racontent une interaction avec lui parlent de quelqu'un de sympathique, chaleureux, avec qui on peut discuter et plaisanter. Alors je sais pas si c'est valable pour tout le monde, hein. Moi-même je sais pas si je passerai un vrai bon moment à discuter avec Jean-Marie Bigard. Mais le fait est qu'il a plutôt une bonne réputation auprès de son public, auprès de ses équipes, auprès du personnel des théâtres qui l'ont accueilli, même si j'imagine que quelqu'un dans les commentaires aura une expérience négative à nous partager. Et je l'invite à le faire, hein, histoire de me rabattre le kéké. Je pense que ce qui a guidé la carrière de Bigard dans les bons moments comme dans les mauvais, c'est quelque chose qu'il admet lui-même dans son bouquin comme dans ses spectacles, c'est son incommensurable envie d'être aimé. Depuis ce jour en primaire où l'instituteur l'a félicité pour son exposé, depuis ce moment où il a commencé à attirer l'attention, depuis le décès de sa mère, les humiliations de son grand frère et de tous ceux qui lui ont prédit qu'il ne ferait jamais rien de sa vie et qu'il resterait toujours un minable, Bigard veut qu'on l'aime. Je suis sûr qu'il y a un moment quand t'es petit, tu te dis mon Dieu, si jamais on m'aime pas comme je voudrais ou si je reçois pas d'amour pendant seulement une seconde, je vais être foudroyé sur place. Moi j'avais envie que ça marche, je voulais que ça marche, je voulais qu'on m'aime, tu vois. Je crois qu'après, tu organises toute ta vie dans l'espoir de se retrouver un jour dans sa vie devant une salle immense comme ça, avec plein de gens qui te regardent, qui te sourient, qui te disent qu'ils t'aiment. Je te jure. Bigard, il veut qu'on l'aime. Il a même besoin qu'on l'aime. Et je pense que c'est en partie ce besoin maladif d'être aimé qui a causé sa perte. Je suis fils de charcutier, je sais pas si vous saviez ça. Moi, quand j'étais petit, pour filer un coup de main, je nettoyais les boyaux. C'est peut-être de ça que ça me vient de parler de merde tout le temps, je sais pas. Beaucoup de gens ont décrit ou imaginé Jean-Marie Bigard comme quelqu'un de con. Et c'est facile de se dire ça. Mais je pense pas qu'il le soit. Du tout. Par exemple, je pense que Bigard est très conscient de sa classe sociale, de son milieu et de la place qu'on lui a donnée dans la sphère médiatique. Comme il l'expliquait en début de carrière, il a choisi le vulgaire par défaut, parce que c'est ce qu'on voulait bien lui donner, mais aussi parce qu'il était la bonne personne pour le faire, lui qui venait d'un milieu plus modeste où l'image et l'apparence comptent moins. Et c'est quelque chose qu'il a parfaitement conscientisé. On peut le voir par exemple dans sa manière de s'habiller sur scène. Dans Bigard met le paquet, qui est le spectacle dressé comme un doigt d'honneur à la presse, qu'il méprise, qu'il critique, sans que ça ne l'empêche jamais de remplir des salles, il arrive sur scène avec un t-shirt blanc rentré dans le pantalon. Et dans Des animaux et des hommes, il arbore un petit t-shirt moulant noir très confortable. Pourquoi ? Pour qu'il se sente à l'aise. Un peu comme Coluche avait choisi de porter la salopette, Bigard choisit de porter l'habit du commun, du confort, un habit familier et abordable pour toutes les classes sociales, à l'inverse du costume qu'il présente plutôt comme un déguisement inconfortable. Je me suis fait très joli pour venir vous voir ce soir. Oh merde! Mais regarde cette veste, va rapidement me casser les couilles. Bon, bien sûr, elle me casse déjà les couilles. Sa conscience de classe, elle est aussi exposée dans certains de ses textes. Et l'exemple le plus frappant, c'est ce long sketch sur le supposé mauvais goût des pauvres dans 100% tout neuf. Moi j'ai choisi de faire un riche qui parle de ça et qui prend vraiment le parti du plus fort à outrance, quoi. C'est-à-dire il comprend pas pourquoi les pauvres ils sont beaucoup plus cons que les riches apparemment, parce qu'ils se démerdent moins bien. On vit quand même mieux à deux dans un loft de 600 mètres carrés à Passy, hein, qu'à 3 familles dans un 2 pièces à la Courneuve, quand même. Alors on va me dire, c'est plus convivial, c'est plus chaleureux, tu parles. Quand Youssouf, il vient te lever le matin en te disant, donne-moi le plumard, je fais les 3-8, hein, bah je vois pas ce qu'il y a de convivial là-dedans, hein, je m'excuse. Je me suis dit, et si je faisais un sketch pour enterrer les pauvres, au lieu de les encourager, de les rattraper, de les sauver, de les plaindre, on va les enterrer. Parce qu'on peut prendre la défense des pauvres aussi en les enterrant, je crois. C'est quand même plus Passant par l'humour, bien sûr. Ce sketch, il est suffisamment bien écrit, suffisamment outrancier pour que son vrai message soit une évidence pour le public. Aussi, pour que ça fasse pas mal, en fait, faut s'énerver, quoi, très fort. Tu augmentes l'injustice et du coup, ça fait moins mal. C'est comme quand tu retires le sparadrap d'un coup, tu t'arraches tous les poils d'un coup, mais c'est fini, quoi. Ah, ça pour s'entasser dans le métro aux heures de pointe, alors là, il y a du monde. Mais dès qu'il s'agit de faire Paris-New York en première classe, il n'y a plus personne, là, toi. Voilà lâcheté du pauvre, hein. En réalité, Bigard caricature les discours culpabilisants et les sketchs moqueurs de ses confrères pour en pointer des absurdités, tout en dressant un portrait plus pragmatique de cette classe sociale. Par exemple, le pauvre, il va pas manger de viande pendant 3 semaines. Par snobisme ou je sais pas quoi, toi. Au niveau de l'équilibre alimentaire, c'est n'importe quoi, tu vois. S'il tombe malade, il viendra pas se plaindre, hein.
Donc ça faisait des grincements de dents dans la salle, mais les gens se marraient quand même bien. Je regrette pas d'avoir fait ce sketch. Maintenant, un pauvre gagne 800 briques au loto. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouffe tout le pognon en 2 ans et après, il se suicide. C'est pour ça que moi, je dis, quand on n'a pas les moyens d'être riche, on joue pas au loto et puis c'est tout. Et puis on peut aussi le ressentir dans son rapport à l'argent, justement. Dans son livre « Où va l'argent des pauvres ?», le sociologue Denis Colombi explique que quand on est pauvre et qu'on se rêve millionnaire, on se dit qu'on dépenserait son argent non pas dans des achats inutilement luxueux comme le veut le cliché, mais dans nos passions, dans des causes qui nous tiennent à cœur, pour aider des proches, soutenir des luttes. Chacun, en réalité, va intégrer cet argent dans son habitus de classe, comme on dit nous sociologues. Et c'est ce qu'a fait Jean-Marie Bigard. Après quelques achats compulsifs qu'il décrit dans son autobiographie, il s'est servi de son argent pour les autres, pour ses spectacles, pour des associations, même pour des cas particuliers, des gens qui l'ont sollicité. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là que Nicolas Sarkozy l'avait présenté au pape après son élection, en le désignant comme le plus important donateur individuel français. Parce que oui, il passait pas par sa boîte de prod pour faire des dons. Peut-être est-ce lié à ce regret de n'avoir jamais pu offrir à ses parents une vie plus digne et moins fatigante. Peut-être est-ce un héritage de son éducation catholique qui enseigne qu'il est plus facile à un chameau de passer dans le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. J'ai l'impression que c'est Dieu qui me fait profiter de ça, tu vois. Il me met sous la douche du pognon. Et donc, c'est comme si j'avais envie de le rendre. Parce que nous, on est d'anciens pauvres, quand on a gagné nos vies, on culpabilisait. Ouais. Oui, Bigard a été riche, immensément riche, multimillionnaire. Et aujourd'hui, à l'en croire, il est ruiné et il a plus de pognon, mais il est heureux. Et surtout, il ne s'en plaindra jamais, car il reste conscient qu'il s'en sort bien mieux que d'autres. Si on me redonnait le 10e de l'argent que j'ai donné aux gens qui en avaient besoin, je serais encore millionnaire. Tant que j'ai pu donner, j'ai donné. On va dire, bah ouais, mais maintenant, viens pas te plaindre. Si t'as tout claqué, bon, ça va. Quand on a gagné 100 000 euros par jour, comment on fait pour se contenter, entre guillemets, de 6 000 euros? Non, bah aujourd'hui, je suis bien. Je vis évidemment très nettement, plus petitement, mais je vis très, très nettement au-dessus de la moyenne. Je ne souffre pas du tout et d'aucun manque d'argent, tu vois. Mes enfants sont à l'école, une très bonne école, et tout va bien pour moi. Je pense que Jean-Marie était parfaitement conscient de l'image qu'il renvoyait. Et c'est parce qu'il en était conscient qu'il a longtemps réfléchi et mûri sa vulgarité. Il savait comment défendre ses textes s'il le fallait, il ne parlait pas à tort et à travers, il savait ce qu'il disait. Le sentiment, par exemple, d'un homme politique à un autre, quand ils sont un petit peu embrouillés sur un truc et qu'il y en a un qui a dit une phrase qui a l'air de dire « Dis donc, toi, si tu fais pas ça, je vais pas faire ça pour toi », ça se fait avec un langage extrêmement courtois, mais qui est d'une méchanceté absolue, qui peut tuer. De la même manière que s'il disait « Pauvre enculé, pourquoi tu as dit ça et pourquoi tu m'obliges à faire ça ?» Moi, je paye vraiment très très cher mon langage, alors que mon intention, elle est tout le temps bonne. Elle est tout le temps d'amour. C'est ce que les gens ne voient pas à travers, des fois, la télé, sur une toute petite partie d'un sketch, la télé qui est une loupe, je dis toujours, qui permet de voir moins bien. Cogiter là-dessus, ça m'a fait me poser des questions sur ces spectacles que j'ai qualifiés de spectacles de prouveurs, notamment 100% tout neuf. Cette volonté de prouver qu'il maîtrisait les codes, qu'il connaissait la culture légitime. Est-ce que c'était une façon pour lui de se distinguer de sa classe sociale ? Ou est-ce que c'était une façon de tirer toute sa classe sociale vers le haut? Est-ce qu'en disant « je suis pas plus con qu'un autre, je suis parfaitement capable de parler de culture », il n'y avait pas aussi une volonté de dire « les autres sont pas plus cons que moi, mon public populaire, les familles d'ouvriers, les artisans, les enfants martyrisés par le système scolaire sont parfaitement capables d'apprécier et de rire quand on parle de culture ». J'aimerais bien d'ailleurs raconter l'histoire de France ou certaines batailles. Nous les comiques, on devrait faire des cassettes pour les donner à l'éducation nationale. Parce qu'il y a des détails très croustillants de l'histoire que je regrette, moi, qu'on ne m'ait pas appris que j'étais gamin, et je me serais beaucoup plus intéressé à l'histoire. On peut aussi étendre ce raisonnement au bourgeois gentilhomme. Bien sûr, il explique en interview avoir accepté ce rôle pour prouver qu'il était bien un valeureux comédien. Mais au fond, il l'avait déjà prouvé en jouant dans un film de Claude Lelouch, aux côtés de Jeremy Irons quand même. Un film qui a d'ailleurs fait la clôture du Festival de Cannes cette année-là. Mais le fait que Jean-Marie Bigard interprète le bourgeois gentilhomme, et surtout la captation qu'il a financée,
alors que c'est pas du tout automatique, les captations au théâtre, et ben ça a rendu cette pièce accessible à un certain public qui ne se sentait pas concerné par le théâtre classique, ou illégitime à s'y intéresser. Est-ce que consciemment ou inconsciemment, Bigard n'a pas pris ça en considération dans sa décision? On a 10 caméras qui enregistrent en permanence tout le spectacle. Cherchez pas le poids rouge, toutes les caméras tournent en permanence. Sachez bien qu'il faut faire la première super décontractée parce qu'on en a 2. Donc il faut surtout pas se vautrer dans la première ou se crisper dans la première. J'ai pas vraiment de réponse tranchée sur la question. Il y a peut-être tout simplement un petit peu des deux. Je vous laisse en discuter dans l'espace commentaire, mais à mon avis, Bigard est le seul à avoir vraiment la réponse. C'est-à-dire que j'ai préféré, moi, revendiquer la vulgarité. C'est que à la réunion des comiques, je l'explique bien, je dis, moi, on m'a donné le vulgaire, donc j'essaye de le faire le mieux possible, quoi. Malgré sa conscience de classe, son intelligence et ses gages de bonne volonté, la presse intellectuelle n'a jamais apprécié Jean-Marie Bigard. Elle a même été extrêmement violente à son égard. Je pense à un article de Daniel Schneiderman pour Le Monde, où il comparait Jean-Marie Bigard au gouverneur d'extrême droite autrichien Jörg Haider, qui venait d'être élu. Dans son article, Daniel Schneiderman s'attardait sur le sketch Les trucs qui gonflent, dans lequel Bigard nous explique comment garder son calme pour éviter de rouler sur les inconscients qui traversent la route pile au moment où le feu passe au vert. Parce que si c'est une vieille dame qui boite en s'excusant comme ça, tu vois, on est des gentlemen, On dit, allez, mène-toi le cul, la vieille, mène-toi le cul! Allez, dégage! On est des gentlemen. Pour lui, c'était l'expression d'une violence sourde, d'une sociopathie et de la déconsidération de l'autre qui rapprochait Jean-Marie Bigard des néo-nazis. Là, je le dis avec mes mots à moi, Ah non, lui, il l'a pas dit comme ça, non. L'instant où se réveille cet alien tapis en nous, l'instant où le fort se sent déculpabilisé de ses réflexes de fort, où il peut sans complexe, sans autocensure, se vivre comme le faible, l'instant où l'écraseur potentiel s'autorise à se regarder comme écrasé par la conspiration des flageolants et des tremblotants, l'instant où ce réflexe surgit de la boue des profondeurs, se cristallise et se métamorphose tranquillement en bulletin de vote, voilà ce qui réunit étrangement Bigard et Haider, porte-voix de l'éternel international des écraseurs écrasés. Ça a fait rire personne ton truc, je suis là, Jean-Marie a toujours vécu ce traitement médiatique comme une injustice, et franchement, c'est difficile de lui donner tort. Beaucoup s'indignent de ses nombreuses blagues crues ou misogynes, alors que Coluche en a fait des bien pires. Et sa propension à parler de bites et de couilles n'est pas reprochée à des humoristes comme Les Nuls, dont c'était pourtant un thème récurrent. Ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Tu vois ça, c'est ma bite. Quand l'éléphant s'astique sa grosse bite. La bite de l'éléphant. Contre une bite. Son énorme bite. Suce ma bite. Plus belle bite du monde. Tu sais la bite. Chacune de ses couilles. La couille qui marche. Une couille dans l'œil. Ses grosses couilles. Trembler les couilles entre le poil et les couilles. Ça semble être d'autant plus injuste que cette fausse pub, une des plus appréciées des Nuls, elle a été écrite par Jean-Marie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu fais ce que tu veux, mais moi je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Ce truc arrive comme un cadeau de jouer avec Alain Chabat et avec cette bande qui est le fleuron de Canal+, si tu veux. Moi, si je dis couille, c'est ras des pâquerettes, c'est une merde absolue. Tu vois, ce n'est pas acceptable, mais quand les nuls disent couille, c'est du génie absolu, tu vois. C'est comme ça. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton. Au fond, cette violence, cette vulgarité, cette misogynie qu'on lui a reprochée, ça a toujours été qu'un prétexte. Dans les faits, ces traits seuls ne choquent pas la presse culturelle. D'ailleurs, des journalistes comme Éric Zemmour ou Yann Moix ont régulièrement loué le travail de Jean-Marie. On a beaucoup parlé de cette blague de Jean-Marie où il mime un viol sur le plateau Touche pas à mon poste, le CSA a été saisi, etc. Mais est-ce que vous vous souvenez de tous les spectacles de Pierre Desproges? Vous vous souvenez du moment où il raconte comment, alors qu'il était mineur, il a violé sa domestique? Non, c'est pas ça qui choque le bourgeois. En tout cas, pas chez ses pairs. Alors pourquoi Jean-Marie a été pris en grippe par toute cette presse culturelle française? Parce que cette presse-là, c'est un entre-soi bourgeois dont le jugement est biaisé par le mépris de classe. Aussi riche et célèbre soit-il devenu, la presse bourgeoise n'aime pas ce que Jean-Marie Bigard est, ou plutôt ce qu'il représente. Il peut faire tous les efforts qu'il veut, défendre ses textes dans les médias, s'intéresser à la culture, jouer du Molière, il restera un pauvre qui a de l'argent, ce qu'on appelle un nouveau riche. Quelqu'un qui est riche factuellement, mais qui n'a jamais appris à l'être, et qui n'a donc pas de capital social, culturel ou symbolique. Les bourgeois, souvent on se les représente comme ayant beaucoup d'argent.
Ce qui est vrai, c'est la condition nécessaire mais pas suffisante. Pour accéder au club des nantis, pour accéder au ghetto du Gotha, il faut 3 autres formes de richesse. C'est la richesse sociale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester longtemps riche tout seul, il faut absolument aller dans des tas de soirées mondaines, faire des tas de choses avec les autres de votre classe. Ensuite, le capital culturel. On est dans le monde des grandes écoles, l'ENA, Polytechnique, HEC. On est dans le monde des collectionneurs d'art, de la culture savante, de l'opéra, des musées, voilà. Et enfin, la plus importante, c'est la richesse symbolique. Elle symbolise le fait que vous appartenez à la haute, que vous faites partie de ce milieu. Alors ça se voit déjà dans votre corps. Ils ont toujours des corps droits, fins, altiers, voilà. Parce qu'il faut que l'arbitraire de leurs privilèges se transforme en qualité naturelle. Et ça, c'est très fort. Revenons, si vous le voulez bien, à ce moment où Philippe Bouvard a dit à un Jean-Marie Bigard fraîchement débarqué à Paris que quand il parlait, ça plombait l'ambiance. N'essayez pas de jouer, parce que vous avez remarqué, dès que vous parlez, l'ambiance retombe. Toi. Enculé. Bon, de toute évidence, la suite de la carrière de Bigard a donné tort à Philippe Bouvard. Et il a d'ailleurs plusieurs fois exprimé en interview son regret d'être passé à côté du talent de Jean-Marie à l'époque. Mais alors, pourquoi il lui a dit ça ? Eh bien parce que Jean-Marie Bigard a un ethos de barman de PMU. Il a la tronche, la carrure, le langage, la diction, les goûts et les intérêts d'un barman de PMU, et c'est normal, c'est un barman de PMU. Et ça, ça déplaît fortement à la bourgeoisie. Le mépris des classes populaires est tellement installé dans le milieu des médias que si on y entend quelqu'un parler d'une manière plus franche, plus brusque ou simplement avec une voix moins élégante, ça installe un malaise. Un sentiment que cette personne n'est pas à sa place, que c'est un intrus, un imposteur. Puis à la fin, l'ambiance, ça va finir par retomber, toi. Vers le bas. Peut-être est-ce pour ça, voyant qu'il ne serait jamais un transfuge de classe, qu'il ne serait jamais validé par cette presse-là, que Bigard a préféré changer de stratégie. Eh ben, puisque personne ne m'aime, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais pas m'aimer non plus. Pour assurer son succès et rester maître de la situation, Bigard a choisi de revendiquer pleinement ce mépris de la presse et d'assumer ce qu'il était, ou plutôt ce qu'on semblait attendre de lui. Bon alors, qui c'est qui commande? Hein? Et je comprends pourquoi Bigard s'est convaincu de ça. Il a fait un film très personnel, très sensible, touchant, et personne n'est allé le voir. Alors que les 2 spectacles les plus bourrins et vulgaires de son répertoire ont été ses spectacles les plus populaires. Mais j'ai parfois l'impression qu'il regrette ce choix. Par exemple, dans son 9e spectacle, Bigard prend plusieurs fois le temps de rassurer son public en expliquant « Vous inquiétez pas, je vais dire des gros mots », un peu comme Jamel expliquait « Vous inquiétez pas, je vais faire des sketchs ». Je vous rassure tout de suite, vous aurez votre quota de grossièreté. Ah, si, j'en ai encore rajouté hier, tu vois, c'est... Si Jamel prenait cette peine, c'est parce qu'il savait que son public était formaté au sketch depuis des décennies, et il préférait anticiper la confusion ou la déception de certains spectateurs. Juste, je vous raconte ça, après je vais vous faire des sketchs. Ma parole, je veux vous arnaquer, des vrais sketchs mortels. Et cette angoisse de décevoir son public, elle hante Bigard depuis toujours. Moi, mon cauchemar, c'est ça. Je rentre sur scène, et je suis incapable de dire le premier mot. Je commence à m'excuser, je vous demande pardon. Normalement, je suis drôle, et là... Je sais pas si je vais arriver à faire... Et puis, attendez, ne partez pas! Déjà dans 100% tout neuf, il anticipait lui aussi les spectateurs potentiellement déçus par le thème du spectacle. Il y en a 2, 3 là dans le fond, ils se disent ça se trouve, il va même pas nous parler de cul cette fois-ci. Et nous, on a payé que pour ça et... il va pas... c'est pas impossible que j'en parle pas. Est-ce que Bigard avait peur que sans cette vulgarité, le public ne l'aime plus ? Est-ce pour cela qu'il se sent parfois obligé d'y revenir, presque par réflexe, pour s'assurer de l'amour d'un public qui ne l'aimerait que pour ça ? Ah évidemment, là, tout le monde est en train de se dire « Ah, ça y est, alléluia, on l'a retrouvé notre Bigard, ça y est ! Ah, il nous ressort la merde du cul comme au bon vieux temps, là. Ah, il est content, là, il est en nage indienne dans la merde, là. Et gars, pas du tout. Erreur. Je suis pas plus content que ça. Très sincèrement, je sais pas pourquoi Bigard met le paquet et Des animaux et des hommes ont été de tels succès au point de convaincre Bigard de se cantonner à ça. Mais je pense que Bigard a eu tort. Si on regarde le spectacle qui célèbre ses 60 ans, on constate que oui, en effet, Le Lâcher de Salope est le sketch préféré de son public, un sketch iconique et sans doute le plus représentatif de l'image qu'on a de Jean-Marie Bigard aujourd'hui. Mais on constate aussi que le sketch culte que les spectateurs ont réclamé tout le long du spectacle et dont ils connaissent le texte par cœur
Eh ben c'est pas le lâcher de salope. J'ai entendu ce matin à la radio. J'ai entendu ce matin à la radio. J'ai entendu à la radio ce matin qu'on avait une chance sur 10 millions de se faire mordre par. Faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais. Sinon, j'ouvre pas, moi. Alors vous dites peut-être que depuis tout à l'heure, je vous dresse le portrait d'un être formidable, d'un génie incompris, victime de sa classe sociale, et qui n'est pas vraiment misogyne. En fait, en tout cas, s'il l'est, il a des bonnes excuses. Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable. Non, je ne veux pas lui trouver des excuses, et non, je veux pas réhabiliter Jean-Marie Bigard. D'ailleurs, si on fait une petite rétrospective de cette vidéo, au final, je vous conseille assez peu de ces spectacles. Si on prend les 9 spectacles qui sont accessibles au public, auxquels on rajoute le spectacle des 60 ans histoire d'avoir un compte rond, bah au final, je vous conseille que 4 de ces 10 spectacles. Moins de la moitié. Parce que tout ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, la maîtrise de la vulgarité, la conscience de classe, le talent d'observation, d'écriture, d'empathie avec le public, bah tout ça c'est le potentiel de Jean-Marie Bigard. Ce qu'il a déjà montré qu'il était capable de faire. Et c'est pour ça que les spectacles où il n'en fait pas la démonstration, eh ben, ils sont si tristes. Parce qu'ils sont tous à leur manière des témoins de son état d'esprit du moment, les spectacles de Jean-Marie sont assez inégaux. Et cette qualité fluctuante aurait pu lui servir de baromètre pour comprendre ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne plus, ce qui doit évoluer ou au moins être ajusté pour rester la coqueluche du public. Sauf que vous l'aurez compris, c'est très difficile pour Bigard de se remettre en question. Ça fait plus de 30 ans, tu m'entends, hein, qu'on me dit que soi-disant, j'aurais parfois été maladroit. Oh bah je suis comme vous, je tombe des nues. En se limitant au vulgaire, Jean-Marie a choisi de ne pas évoluer. Et ça n'a pas seulement terni sa réputation, ça a aussi dégradé la qualité de ses textes et sa maîtrise du vulgaire. Parce que oui, j'arrête pas de dire que Bigard s'est limité au vulgaire, alors que tout à l'heure je disais qu'il y avait rien de honteux à être vulgaire. Oui, mais j'ai aussi expliqué que comme n'importe quel autre humour, on pouvait mal faire du vulgaire. Ce qui distingue le bon du mauvais vulgaire, c'est pas simplement une histoire de ressenti ou de morale, c'est aussi la façon dont on s'en sert. Vous pouvez ajouter grosse pute si vous en avez envie. Grosse pute! Est-ce un outil difficile à maîtriser que l'on met au service de son gag? Ou est-ce un simple effet de surprise, de choc, qui fait à lui seul office de gag? Grosse pute! Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups. Ça, c'est une question, une distinction que Jean-Marie Bigard a parfaitement intégrée. Effectivement, les mots grossiers et la vulgarité que j'utilise n'est pas un propos, mais que c'est un outil. C'est un outil pour être moi-même et pour dire des choses vraies. Et cette distinction, elle est aussi faite par son public. Il y a beaucoup de gens qui disent que Bigard est vulgaire. Moi, je ne pense pas qu'il est vulgaire. Je pense qu'il est cru, mais c'est pas de la vulgarité. Il ne faut pas confondre. Il est peut-être grossier par moment, mais la vulgarité, c'est autre chose quand même. C'est une façon de dire. D'accord. Et lui, il le dit, ça passe très bien. Je pensais que c'était plus vulgaire que ça, mais pas du tout. Ça passe très bien. Il y a des mots vulgaires, effectivement, mais c'est pas irrespectueux. Je pense pas qu'il soit vulgaire de son personnage, non. Il a une façon d'exprimer les choses. Si ça paraît à certaines personnes vulgaires, c'est qu'ils n'ont pas compris. Si ses premiers spectacles mettaient la vulgarité, la grossièreté au service d'une situation, d'un gag, d'une chute, d'un décalage, elle est devenue, au fur et à mesure de sa carrière, un joker pour sauver des textes médiocres en disant couille, cul, merde ou en mimant une masturbation. Ah bah là-bas, c'est la hiérarchie de la bite. Une vulgarité sans génie, sans malice, qui ne compte que sur l'effet de choc. Une vulgarité qui est à l'humour ce que le jumpscare est au cinéma d'horreur. Un effet facile, qui fait réagir le spectateur à tous les coups, mais sans provoquer de réelle émotion. Le problème, c'est que pour Bigard, c'est une critique qui n'est pas légitime, qui n'est pas entendable. Pour lui, critiquer sa façon d'utiliser le vulgaire, c'est critiquer la vulgarité elle-même. Et très vite, il a interprété ses insuccès comme les dégâts d'une société bien pensante qui ne veut plus rire de tout. Sauf que comme le disait Pierre Desproges, on peut rire de tout. Mais à condition que ce soit drôle. Je crois que c'était pas ça la vraie phrase de Pierre Desproges. Tu vois. Si Bigard a de moins en moins séduit le public, c'est pas à cause de la société bien pensante qui n'accepte plus sa vulgarité. C'est parce que sa vulgarité n'est plus réfléchie et travaillée et que ses sketchs sont devenus mauvais. Et quand l'écriture n'y est pas, y a rien à jouer et y a rien à défendre. Et tu peux faire toutes les grimaces que tu veux, hurler autant que tu veux et rappeler en permanence ton palmarès glorieux. Si tes blagues sont nulles, ça ne change rien. Et puis, il
Il y a aussi la question de sa misogynie. J'adore les femmes, mais des fois je les comprends pas. Regarde, au lieu de profiter du vide intellectuel qu'elles ont naturellement au départ. Là, ça y est, là, j'en ai remonté 600 d'un coup, là, t'as vu? Alors oui, ok, je sais, c'est une provocation volontaire pour monter de manière amusante les femmes contre les hommes dans le public. Je suis pas débile non plus. C'est bien, les filles, c'est bien. Je suis fier de vous. Vous avez vu les femmes de l'an 2000, comment elles se rebiffent? C'est bien, les femmes, je suis fier. C'est vrai, c'est vrai. Sauf qu'il le répète à chaque spectacle depuis 20 ans. Et au bout d'un moment, on peut légitimement se poser la question de si c'est un running gag ou si c'est du machisme ordinaire balancé sous couvert d'humour. Parce que ça peut être bête une femme. Parce que ça peut être bête une femme. Oh, est-ce que ça peut être bête une femme? Oh! J'adore. Alors Bigard s'est toujours défendu d'être misogyne, sans blague, et les femmes de son entourage prennent régulièrement sa défense en le décrivant comme quelqu'un qui n'est pas misogyne, sans blague. Moi, en tant que femme, ça me choque pas. Parce que c'est tellement gros, tellement énorme, quoi, que ça me choque pas. C'est un jeu, on le sent bien qu'il est pas... En plus, il est pas du tout comme ça se sent tellement. C'est le clown gras, tu vois, c'est ça. C'est son personnage de scène. Mais il joue le macho. Si les gens savaient à quel point, dans la vie, il n'y a pas plus gentleman, il n'y a pas plus amoureux des femmes que Jean-Marie. C'est formidable, un public de femmes. Moi, j'ai un gros public de femmes. Je suis certainement celui qui charrie le plus les femmes, la féminité et tout. Pourquoi? Parce que je les aime. Celui qui encense les femmes et souvent préfère les hommes que les femmes. C'est pour ça qu'il dit d'elles qu'elles sont belles, douces, gentilles et tout, machin. Non, il dit, moi, elles nous font chier, on a envie de les posséder, on n'a pas ce qu'elles ont, on a envie qu'elles soient fragiles pour pouvoir les protéger, parce que ça va nous faire plaisir à nous et tout. C'est con, un homme. C'est vrai que quand je vois la manière qu'il a de parler des femmes en dehors de ses spectacles, et notamment dans son autobiographie, eh ben, j'oserais presque lui accorder le bénéfice du doute. Parce que un des trucs qui m'a étonné dans son bouquin, c'est que bien qu'il parle des différentes femmes de sa vie, de ses amours de jeunesse, etc., eh ben, il n'y a pas une seule description physique. Quand il parle d'une femme, il va jamais parler de ses formes, de ses courbes, de ses fesses, de ses seins, de son petit cul, de ses gros nichons, bref, comme il en parle dans ses spectacles. Non, lui, ce qu'il va décrire, c'est plutôt son regard, son sourire, sa générosité, ses blessures. Bigard décrit rarement le physique des gens dans sa biographie, homme comme femme d'ailleurs. Alors ok, ce bouquin, il l'a pas écrit tout seul, il a été grandement aidé par Lionel Duroy, un auteur spécialisé en autobiographie, de Sylvie Vartan à Gérard Depardieu, en passant par Nana Mouskouri. Mais dire de ce livre qu'il est totalement impersonnel serait malhonnête. Globalement, je l'ai rarement vu objectifier des femmes en dehors de ses spectacles. Donc en vrai, malgré quelques exceptions assez catastrophiques, j'en conviens, eh ben j'aurais presque envie de lui accorder le bénéfice du doute. Celui qui veut dire « elle m'a sucé dans les chiottes », tu vois, c'est celui-là que j'assassine avec le lâcher de salope, en condamnant à mort cette espèce de prédateur qui n'a absolument pas de cœur, qui calcule le nombre de kilos de gonzesses qu'il aura baisé dans l'année. Sauf que quand bien même il serait pas misogyne, ses sketchs le sont. Et c'est pour ça que son argumentaire pour défendre le lâcher de salope, il tient pas la route. Le prétexte c'est de l'humour, je dénonce un personnage, c'est aussi celui de Michel Sardou pour défendre le temps béni des colonies. C'était une maladresse parce que j'avais... Enfin une maladresse, non, une mauvaise interprétation parce que je m'étais mis dans la peau du colonial, du vieux colonial. Ouais, et ça avait été pris au premier degré, on avait cru à un moment donné que je défendais effectivement cette position-là, mais c'est tout. Sauf que dans les faits, qui kiffe cette chanson et veut absolument la faire réhabiliter? Bah les anciens colons, pas les anciens colonisés. Et de la même façon, qui aujourd'hui défend obstinément que le lâcher de salope n'est pas un sketch misogyne? Bah presque uniquement des hommes. Alors on a tous ici été bouleversés par l'annulation de votre tournée de Var Matin et la crucifixion sur l'autel du politiquement correct, du féminisme. Est-ce que c'est l'esprit français qui disparaît? Alors on pourra me répondre que le public féminin de Jean-Marie Bigard a lui aussi beaucoup apprécié ce sketch. Vraiment? Non, parce qu'en 2010, Bigard a eu l'occasion de jouer ce sketch dans une prison de femmes, donc sans hommes dans le public, et la réception a été glaciale. Hier devant les hommes, son succès fut peut-être plus facile, aujourd'hui il fut très relatif. Je trouve ça
humiliant, comme des fois il parlait des femmes, quoi. Je trouve ça pas bien du tout. Certains de mes propos sont plus facilement acceptés que d'une salle qui est mixte, évidemment, entre des hommes et des femmes. Et là, des trucs, j'ai senti que ça gênait un petit peu. Mon franc-parler et tout, les a peut-être un petit peu choqués de temps en temps, ça c'est sûr. Mais moi, il n'était pas question que je fasse autre chose que ce que je fais à l'extérieur. Alors qu'est-ce qui différencie ces deux publics féminins ? Bah le fait qu'il y ait des hommes à côté d'elle. Bigard pourra expliquer autant qu'il veut que c'est un personnage qu'il débecte, qu'il dénonce et qu'il condamne à travers ce sketch dans lequel il est tellement excessif qu'à aucun moment on pourrait croire que c'est ce qu'il pense vraiment. Dans les faits, le rire de son public est un rire complice. Salope! Elles disent rien. C'est pas un rire moqueur qui voit et qui brocarde les défauts d'un personnage ridicule, comme c'est le cas par exemple dans OSS 117. C'est un rire misogyne. C'est le rire de « il dit tout haut ce qu'on pense tout bas ». Il parle avec les mots de tous les jours, il dit des choses qu'on dit tous, pas forcément devant tout le monde, mais... Lui dit un petit peu tout haut ce que les gens disent un peu tout bas, quoi. Parce que si c'est pas vrai, ou si c'est une pirouette, une grimace ou un truc... C'est le dessus du gâteau, c'est de la crème qui est dessus. Mais moi, j'ai envie qu'il y ait quelque chose sous la crème. Et quand il y a quelque chose, les gens font « Ah ouais, c'est vrai, putain, c'est drôle et en plus, c'est vrai. » En 2025, un débat a été organisé autour de ce sketch entre Jean-Marie Bigard et Fatima Benomar, activiste pour les droits des femmes. On peut voir Jean-Marie lui expliquer d'un ton très paternaliste que pour lui, le mot salope, c'est un compliment. C'est là qu'il faut lui redonner ses lettres de noblesse. C'est une fille qui couche avec tout le monde, sauf avec toi. C'est ça, une salope. Et tu comprends ? Tout revient sur et contre l'homme. Alors déjà, vous aurez peut-être noté qu'il défend plus le sketch tout à fait de la même manière. Le mot salope n'est plus un terme injurieux prononcé par un personnage méprisable, mais un compliment, un terme élogieux. Salope ? C'est quoi ? Est-ce que c'est une insulte ? Sûrement pas. C'est un grade. Et quand Fatima Benomar lui explique que non, dans la vie courante, les gens ne l'utilisent pas de façon positive. Salope, en vérité, 80% des fois on me l'a dit dans ma vie, ça a été pour me détruire, pour me dénigrer, pour me rabaisser. Jean-Marie Bigard botte en touche et en rejette la responsabilité. Tu prends des exemples qui sont prononcés par des crétins, des connards. Donc ça ne peut pas être généralisé. Je suis désolé de te l'apprendre, Jean-Marie, mais les crétins en question, ils ont vu ce sketch. Et ils se sont pas dit « Oh là là, quel personnage méprisable !» Ils ont ri en se disant « Ah, c'est marrant parce que c'est vrai !» Et tu peux te prétendre aussi amoureux des femmes que tu veux, si les rires sont misogynes, si ton public est misogyne, et si les personnes concernées trouvent ça misogyne, peut-être bien que ton sketch il est misogyne. Peut-être qu'il existe quelque part une timeline alternative dans laquelle le caractère ironique du lâcher de salope est autant une évidence que celui d'OSS 117. Et où on déplore que certains misogynes prennent le personnage au premier degré. Peut-être. Mais les autres sketchs misogynes de Jean-Marie, ses prises de parole publiques, son comportement sur les plateaux et la chute vertigineuse de sa respectabilité ont semé le doute sur l'intention réelle de ce sketch et de son humour en général. Et dans notre timeline, le lâcher de salope n'est qu'un sketch douteux de plus dans le répertoire de Jean-Marie Bigard. Qu'est-ce que vous avez contre Jean-Marie Bigard, Vanessa? Le lâcher de salope, je peux pas. Je suis désolée, je l'ai écouté. Elle vous en veut à cause du lâcher de salope. Le lâcher de salope, je peux pas. C'est dommage, je voulais pas penser ça de toi, Vanessa. Si j'ai affirmé tout à l'heure que Jean-Marie serait devenu une légende s'il avait tout arrêté en 2006, c'est parce que sa deuxième partie de carrière a beaucoup abîmé la première. On l'a vu, si certains de ses sketchs récents sont consternants, d'autres plus anciens restent de belles réussites, encore aujourd'hui. Et quand un comique alterne les succès et les échecs, le public et la profession savent habituellement séparer le bon grain de l'ivraie et se replonger avec bonheur dans les instants les plus glorieux d'une carrière. Mais pas Jean-Marie. Aujourd'hui, personne n'ose se réclamer de Jean-Marie Bigard et peu oseront se relancer avec bonheur dans un de ses anciens spectacles. Pourtant, son influence est palpable sur la scène comique actuelle et il reste, m'a-t-on dit, très respecté dans la profession par les plus vieux comme par les plus jeunes. Je l'ai vu faire. On l'a tous vu prendre des salles, les retourner, les remettre à l'endroit, les re-retourner, les monter au plafond, les redescendre. C'était un gourou, quoi. C'était un mec qui rentrait sur scène. C'était fou ce qu'il faisait. C'est trop facile derrière le côté oui, mais c'est vulgaire. Ok, c'est grossier, plus que vulgaire d'ailleurs, c'est grossier, oui. Est-ce que c'est ma came d'humour à 100%? Non. Mais est-ce que tu reconnais que le mec, il a été le patron, il a vendu tellement de billets en France? Oui. Donc moi j'aime bien reconnaître ça, c'est important. Alors pourquoi ce rejet collectif? Peut-être n'est-ce pas tant lié au personnage de scène qu'au personnage public. Et au fait qu'on ait eu de plus en plus de mal à distinguer les deux. Et vous avez peur pourquoi? Chut, c'est bon. Et vous avez peur pourquoi? Non mais. Tu vas la fermer ta gueule. Voilà, merci.
Et oui, parce que si le vulgaire et la provocation restent des formes comiques légitimes sur scène, Bigard s'est mis à être vulgaire partout, y compris sur des plateaux télé, à des moments et des endroits inappropriés. Manifestement, tu ne comprends pas. Non, mais j'interroge. C'est normal, tu es une femme. Je ne t'en veux pas. Revenons sur la fameuse blague de TPMP qui a alerté le CSA. Lecteur, vous m'avez pas compris, j'ai une déchirure. Il dit, moi, je vous demande de vous déshabiller. La jupe, le string, à poil. Il se voit à poil, et il arrive, il la chope par le chignon, il la claque sur son bureau, il défouraille, il l'attrape par les hanches et il l'encule à sec. Il dit, voilà, ça c'est une déchirure. Bon, sur le coup, Jean-Marie, il a pas bien compris ce qu'on lui reprochait, parce que c'est une blague qu'il fait depuis 10 ans dans ses spectacles sans que ça ne choque personne dans son public, à sa connaissance. Et voilà, ça c'est une déchirure. Ça c'est une tendinite. Sauf qu'un plateau télé, c'est pas une scène de théâtre. Quand tu es sur scène, tu es libre. Tu peux incarner un personnage de scène qui n'est pas forcément toi. Le public a payé sa place ou son DVD, donc il est venu de son plein gré, en toute connaissance de cause. Il est prévenu. Mais quand tu es sur un plateau télé, tu es un personnage public. Tu parles en ton nom. Quand on te pose des questions, c'est bien toi qui y réponds et pas ton personnage de scène. Et tu ne t'adresses pas à ton public, mais à celui de l'émission qui t'accueille et qui n'est pas forcément le même. C'est un truc que Jean-Marie Bigard avait parfaitement compris dans les années 90 et même début 2000, où il n'était pas du tout la même personne sur un plateau télé et sur scène. Vous êtes très balèze, hein, on le voit sur la photo de Je suis assez sexy, c'est vrai. D'ailleurs, il y a des commerçants qui refusent de mettre l'affiche, des fois, sur le truc, dans des régions un peu coincées. Un peu bourgeoise et tout, et les gens disent non, moi je mets pas ça va faire fuir mes clients. C'est où les régions? Les régions, tout va bien, il y a des villes plus bourgeoises que d'autres et tout, je sais pas. Non, on va pas balancer. Non, on va pas balancer. Mais petit à petit, le Bigard de la scène et le Bigard des plateaux ont commencé de plus en plus à se ressembler. Et quand je vois le Bigard des années 90, la manière dont il s'exprimait à la télévision et le Bigard des années 2000-2010, j'ai l'impression de voir un autre Bigard. C'est vachement important, je crois, de faire gaffe à certaines limites. On peut pas bâtir un sketch sur un truc comme ça qui est pas normal au départ, quoi. On peut pas rire de tout. Pour une poignée de connards qui sont choqués par une blague, ça fait tout d'un coup un tsunami de protestation. Il y a une dame qui dit non, moi moi non, ça c'est formidable. Il y a des gens qui disent non, moi j'y vais pas. T'as quelques connasses isolées qui veulent avoir des couilles et être aussi cons que les hommes et qui disent mais c'est contre les femmes, tu vois, c'est là. Elles font ce qu'elles veulent qu'elles rentrent chez elles. Ce changement global, il peut s'expliquer par un concept de psychologie sociale qu'on appelle la théorie de l'engagement. Formulée par Charles Kistler dans les années 60, cette théorie explique qu'un individu, après avoir réalisé un premier acte qu'il estime librement consenti, tend ensuite à adopter des comportements ou des attitudes qui vont dans le même sens. Énormément de biais cognitifs et énormément d'arnaques sont basés sur ce principe. Et si vous avez déjà acheté du nougat dans une foire, vous vous êtes sans doute vous aussi déjà senti coincé par un vendeur. Est-ce que Jean-Marie Bigard, qui disait avoir choisi le vulgaire parce qu'il ne restait que ça, mais qui a fait beaucoup d'efforts pour ne pas être perçu que comme vulgaire, qui voulait à tout prix prouver qu'il n'était pas que vulgaire, ne s'est pas retrouvé malgré lui coincé dans le vulgaire? Lui qui était un génie comique polyvalent, aux registres variés, qui savait faire du vulgaire, certes, mais pas que. Qu'est-ce qui l'a poussé à se conformer à cette image qu'on avait de lui? Est-ce parce que c'était ce que son public semblait attendre de lui? Parce que c'était ce que la presse bourgeoise et la critique l'avaient condamné et résigné à être? Ou alors, est-ce plutôt une question d'ego? On a vu que Bigard avait vraiment un sacré boulard à base de « je suis le meilleur, je suis trop fort, regardez-moi, il n'y en a pas deux des comme moi ». Est-ce qu'il n'avait pas peur, s'il cessait d'être outrageusement vulgaire, de perdre ce qu'il rendait unique? Est-ce qu'il avait peur de ne devenir qu'un humoriste parmi tant d'autres? Est-ce que sa vanité l'a empêché de faire ce qui lui aurait permis de devenir un humoriste plus commun, peut-être, mais plus respecté? Est-ce que son ego lui a dit « non, il faut que tu restes Bigard, il faut que tu restes ce mec dont on identifie l'humour à des kilomètres, et si pour ça il faut que ton humour se limite au vulgaire, eh ben qu'il en soit ainsi ». En voulant à tout prix rester ce comique atypique, celui qui avait connu la gloire, Jean-Marie a refusé de prendre du recul et s'est retrouvé figé, piégé dans son personnage comme une prise d'otage à Disney, condamné malgré lui à n'être que ce à quoi on l'a assigné, sans jamais se remettre en question. Mais au fond, pourquoi je dis malgré lui? Qu'est-ce qui me fait penser qu'il n'a pas juste
pleinement assumer et embrasser ce qu'il était réellement au fond de lui. Après tout, lui-même explique que Bigard met le paquet est un spectacle où il a mis tout ce qui était lui. Si ça se trouve, ce changement global d'attitude, c'est juste parce qu'il a choisi d'arrêter de faire semblant d'être autre chose que ce qu'il est au fond, à savoir un beauf. Je suis le roi des beaufs, oui! Putain, insulte! Les 3/4 de la France! Tu vas dire aux 3/4 des Français qui m'aiment que ce sont des beaufs? Alors il faut toujours faire attention quand on utilise le mot beauf. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué que c'est la première fois que je m'en sers. Au bout de 4 heures de vidéo sur Jean-Marie Bigard. J'aime pas utiliser le mot beauf parce que sous prétexte de vouloir cataloguer un certain nombre de pratiques sociales, il charrie souvent ce que j'ai dénoncé tout à l'heure, à savoir du mépris de classe. S'appeler Kevin, c'est beauf, aimer le football, c'est beauf, le tuning, c'est beauf, boire de l'alcool à tous les repas, c'est beauf. Non. Tout ça, non. Kevin, c'est juste un prénom, le football, c'est juste un sport très populaire, le tuning, c'est un loisir automobile beaucoup plus accessible que la Formule 1 et une façon pour certains de se réapproprier ce qui est leur outil de travail. Quant à l'alcool, il est tout autant consommé, si ce n'est beaucoup plus, dans les grands repas bourgeois. Le mot beauf, il sert souvent de seul prétexte pour disqualifier ou mépriser un interlocuteur, pour se différencier de lui, souvent sans avoir besoin de dire quoi que ce soit de plus. C'est des cons, j'ai rien d'autre à dire, sont des cons, ce sont des... Voilà, vous voyez, je mâche pas mes mots, non, encore une fois. Et c'était d'ailleurs le gros problème de l'intervention de François Cluzet au moment de la crise Covid. Il s'en était pris très violemment à Jean-Marie Bigard en le traitant d'abruti total et de roi des beaufs. Le slogan du mec pour être élu, c'est allez tous vous faire 3 petits points. Non mais, pépère, oh. Comment l'interpréter autrement que comme du mépris de classe? Comme un reproche de ne pas rester à la place de médiocre qu'on lui a assigné. Ils viennent d'où, ces mecs-là? Ils sont tous là à dire... Mais ta gueule, ferme-la, et puis donne ce que t'as à donner, ne viens pas nous donner ton prurite cérébral. On n'est pas là pour se montrer en disant « Oui, mais le gouvernement, ma tête... » Mais on s'en fout. Écrase-toi, le gouvernement, t'y es au gouvernement, tu la veux, la place. Franchement, il donne une image de ce métier épouvantable, alors que moi... La chance que j'ai, c'est que je connais les grands artistes du théâtre et du cinéma. Alors pourquoi j'ai abdiqué si près du but et finalement utilisé le mot beauf? C'est quoi pour moi un beauf? Est-ce que je vais encore sortir ces 3 phrases toutes faites à la con qu'on ressort tout le temps? Le saviez-vous, le mot beauf est une contraction du mot beau-frère. Le saviez-vous, c'est le dessinateur français Cabu qui a créé le personnage du beauf. Le saviez-vous, au fond, on est tous le beauf de quelqu'un, comme disait Cabu. Sauf que non. Tu dis ça, t'as rien dit d'intéressant. Personne n'utilise le mot beauf pour parler strictement de son beau-frère. Même s'il lui a donné un visage et un nom, le personnage du beauf existait avant Cabu. Et non, c'est pas du tout ce que Cabu a dit. Il y a une part de beauf chez tout le monde. Moi aussi, je suis un beauf, c'est-à-dire quand on a des réactions sans réfléchir sur tel ou tel événement, quand on se laisse porter par les idées reçues, on est un beauf, quoi. Oui. Et c'est ça qui, pour moi, a détruit le talent et la réputation de Jean-Marie Bigard. Il a arrêté de réfléchir. J'ai dit tout à l'heure que ce qui avait transformé son vulgaire astucieux en vulgaire calamiteux, c'est qu'il avait arrêté de penser la vulgarité. Et que le meilleur spectacle de sa deuxième partie de carrière, c'est celui où il a recommencé à penser la vulgarité. Jean-Marie Bigard ne s'est pas limité au vulgaire parce que c'est ce qu'on attendait de lui, ou parce que c'est ce à quoi on l'avait condamné, ou par ego. Il s'est limité au vulgaire, au mauvais vulgaire, parce que c'était facile. Arrête tes conneries, tout simplement, c'est qu'on n'a plus besoin d'écrire. Ouais. Puisque ce sont les autres qui font des conneries. Il y a juste à commenter. Tu te mets sur le bord, sur la touche, et puis tu regardes, et tu commentes, et c'est à péter de rire. Quand il a vu qu'il pouvait faire rire et être aimé simplement en étant vulgaire, il a arrêté de soigner ses textes. Il a arrêté de défendre ses textes. Il s'est contenté de crier et de grimacer, et il a arrêté de penser. Ça se ressent dans ses spectacles, et surtout, ça se ressent dans l'espace public. Arrêter de penser ses blagues, c'est d'abord perdre la capacité de les défendre publiquement. Et c'est ce qui a fait passer les explications de Bigard de « j'ai regardé dans le dictionnaire et le mot enculé a une définition précise » à « Oh quoi ? Je vais pas tuer le chien, hein. Ça va, calme-toi. Non, mais Charlie, je vais prendre combien d'années de prison? Et l'étape suivante, c'est de commencer à parler sans réfléchir. Après l'épisode des enculés de droite et des enculés de gauche à l'Assemblée, Bigard s'est retenu autant que possible de parler de politique. Il se disait que c'était pas sa place, que c'était pas son rôle, et qu'il ne voulait pas cliver son public. Sauf que après le Stade de France, après le triomphe,
après qu'il ait plus eu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Eh ben, il a arrêté d'y penser. Il a commencé à soutenir ouvertement des personnes politiques et il a commencé à dire ce qui lui passait par la tête. On est absolument sûr et certain maintenant que les 2 avions, celui qui s'est écrasé soi-disant dans la forêt et Pentagone, n'existent pas. Quand on arrête de réfléchir, on commence à répéter des lieux communs, des idées préconçues, des trucs qu'on a déjà entendus ailleurs. Et quand j'entends Jean-Marie Bigard parler de politique, j'entends pas quelqu'un qui s'est forgé son propre avis sur un sujet. J'entends quelqu'un répéter bêtement quelque chose qu'il a entendu ailleurs. Prenons en exemple cette émission de Thierry Ardisson réalisée en 2005 au moment du mouvement d'émeute en banlieue qui faisait suite à la mort de Zied Ebouna. C'est pas de l'anti-sarkozysme qu'on fait. Nous on essaie de regarder ce qu'il fait depuis 2-3 ans et effectivement ça va pas dans le sens de l'intégration pour les jeunes de banlieue, ça va plus dans le sens de la répression quoi. Et donc le mieux c'est surtout pas un seul flic en banlieue. C'est pas ce que je dis mais je pense que c'est exactement ça. Là où Eric Ramsey explique expérience à l'appui quelle est la réalité des banlieues. Et en fait on s'en sert pas. Il y a eu des émeutes, Mitterrand est venu il me semble dans les cités, à la Courneuve il est allé et il a dit ouais ça on va raser, ça on va raser, ça on va raser, ça va changer. Il y avait les caméras. C'était il y a 20 ans hein, ouais. Et elles sont restées. On gueule sur un mec qui donc a coupé les budgets pour aider tous les problèmes de quartier, comme Eric en a parlé tout à l'heure. Mais c'est le même mec qui fait des lois pour alléger l'impôt sur la grosse fortune. L'impôt sur la grosse fortune, attends. Ça représente une poignée de gens, ça représente pas de pognon. Bigard récite quasiment mot pour mot la rhétorique ultra sécuritaire que Nicolas Sarkozy martelait à l'époque et qui était relayée partout dans les médias. Quand t'as une gamine que t'as du mal à l'envoyer prendre une baguette de pain, comme moi dans des endroits où j'ai habité, tu te dis, elle va traverser la place, tu sais pas si elle va revenir. C'est pour ça que je répète, par exemple, de responsabiliser les parents pour qu'ils s'occupent de leurs enfants, je pense pas que ça soit fasciste. C'est comme ça, la loi le dit comme ça, les parents sont propriétaires corps et âme de leurs enfants. C'est tout à fait logique, tout le monde le comprend. Non, Jean-Marie, excuse-moi, mais j'entends parler depuis tout à l'heure et j'entends les mots comme police, pitbull, shit, et il est là le problème. Il est là le problème. Il y a peut-être un mec ou deux qui vont vendre du shit, mais c'est pas genre 50-50. Mais il y a un moment quand à un moment donné, le jeune qui est on va effectivement lui faire cette proposition et si jamais il l'accepte, eh ben, il va après avoir du mal à aller gratter. Mais la première proposition, Jean-Marie, excuse-moi de te couper, elle vient quand même du jeune qui envoie son CV et qu'on lui dit non. Donc la proposition après du dealer de shit, elle vient après. Plus récemment, en interview, quand je l'entends affirmer qu'il votera Jordan Bardella plutôt que Jean-Luc Mélenchon, j'entends pas quelqu'un qui explique pourquoi. J'entends quelqu'un qui répète au mot près ce qu'ont pu dire certains éditorialistes de plateau. Et c'est angoissant de voir quelqu'un qu'on estime sombrer dans le fascisme. Parce qu'on aura toujours un doute sur la sincérité de son engagement. Est-il prêt à voter pour l'extrême droite par conviction personnelle ou parce que quelqu'un lui a soufflé l'idée? Je risque de passer pour le facho de service. Non, je te connais, tu ne l'es pas. Jean-Marie, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Il fonctionne beaucoup à l'affectif. C'est ce qui a guidé ses nombreux élans de charité, mais c'est aussi ce qui l'a fait s'engager auprès de personnes qui ont su le flatter, l'émouvoir ou simplement toucher son sens aigu de la justice. Je ne supporte pas l'injustice. C'est un truc que je n'arrive pas à combattre. Il faut absolument pas, quand t'es comédien ou quand t'es un mec de cœur, faut absolument pas aimer Sarkozy, ça me gonfle terriblement. Moi, je l'aimerais bien, rien que pour ça. Et il dit, je vous donne 100 €. Eh ben, ça va pas. C'est pas 100 € que veulent les gens, tu comprends? Quand je lis dans le journal que les gens qui ne sont pas vaccinés seront défavorisés, comment on peut dire un truc pareil? Ça a entraîné des décisions qu'il a regrettées par la suite, que ça soit son repas avec Baptiste Marchais ou son soutien à Nicolas Sarkozy. C'était pas bienvenu, moi je suis là pour faire rire les gens de gauche ou de droite, non, moi je fais rire tous les gens qu'on met dans ma salle, je les remercie d'être venus et je leur envoie tout l'amour que j'ai dans le cœur, donc ça a brouillé les pistes d'une manière complètement même dans inutile. Votre public. De toute façon, c'est pas mon boulot à moi de faire ça, moi je suis humoriste, il faut que je reste humoriste. Et c'est, je pense, ce qui l'a rendu plus perméable aux théories conspirationnistes. Ces gens qui semblent avoir compris ce qui a échappé aux instances officielles, ça peut atteindre le cœur d'un autodidacte dont le talent a été plusieurs fois ignoré. Ces figures de rebelles qui semblent avoir raison contre le reste du monde, ça peut émouvoir celui dont le succès a été méprisé par une certaine sphère culturelle. Et comment l'idée d'un monde médical refusant de soigner des malades pourrait ne pas bouleverser un homme dont l'ex-femme a failli mourir d'un examen de routine?
De ces rencontres sont nées des convictions dont Jean-Marie n'a plus voulu se départir. Car arrêter de penser, c'est aussi et surtout arrêter de douter de soi-même. Surtout quand on est le comique préféré des Français qui a fait le Stade de France. Ça va sembler un peu prétentieux, mais je suis pas le genre de mec à qui on dit « je te laisse encore une chance et après, je te vire ». On dit pas ça à un mec de 71 ans qui a la carrière que j'ai. Arrêter de penser, c'est aussi s'exprimer avec des phrases toutes faites. Face à Fatima Benomar, on sent qu'il essaye encore de parler de son lâcher de salope avec des termes choisis. C'est l'homme qui décide d'utiliser un mot pour décrire une femme dont il a un désir complètement fou et contrarié, mais qui va se refuser. Ça, je le sais. Mais lorsqu'on l'invite à clore le débat, il hurle une phrase toute faite, comme si c'était le bon sens populaire. C'est le malheur qui fait rire. Tu comprends? Le bonheur fait pleurer. Ok? Et ça, c'est un comportement récurrent chez lui ces dernières années. Ses interventions se terminent souvent par des citations et des dictons de grand-mère, assénés avec force et violence parce que ce sont des évidences. Schopenhauer, écoute bien, disait « La vérité passe par 3 étapes. Elle est d'abord raillée, contredite, moquée, théorie du complot. La deuxième, elle est carrément attaquée, jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Voilà le chemin de la vérité. » Sauf que Schopenhauer n'a jamais dit ça. C'est totalement apocryphe. C'est encore une phrase toute faite qui est censée faire mouche parce que c'est la parole d'une grande figure et surtout parce que c'est du bon sens. La définition du beauf Cabu, c'est quoi exactement? Je vous dis, c'est le type qui assène des vérités, ses vérités, et il ne réfléchit absolument pas. Il est porté par les lieux communs, par le bon sens, par, entre guillemets, et par des certitudes dont il ne demandera jamais. Et c'est en ça que Bigard est bel et bien un beauf. C'est pas dans ses goûts, sa vulgarité, sa misogynie, son alignement politique ou sa classe sociale. Ce qui fait de Bigard un beauf, c'est que passé un certain moment de sa carrière, il a arrêté de réfléchir, il a arrêté de douter de lui-même, de se remettre en question, et il est devenu l'autre Bigard. Et ça, couplé à son éternelle vanité, son gigantesque ego, ça l'a empêché d'évoluer avec son temps, au point de revendiquer comme une victoire le fait de n'avoir jamais changé. C'est pas moi qui ai changé, j'en suis la preuve vivante, c'est bel et bien le monde. Et le monde est devenu une espèce de réunion de copropriétaires. Avant de faire une thérapie, t'es persuadé que c'est tous les autres qui doivent changer. Et puis, dès que t'as attaqué ta thérapie, tu comprends rapidement que c'est mieux que ça soit toi qui change, hein. Ah ouais, tu vas gagner du temps, hein. Oui, le monde change tout autour de nous. Oui, on n'aborde plus certains sujets de la même manière. Et si la blague de la déchirure a choqué le public de TPMP, c'est aussi parce qu'on ne rit plus des mêmes choses. Certains l'ont compris et l'ont accepté. Et c'est le cas d'un de ses co-auteurs préférés, Laurent Baffy. On n'attaque pas les gens sur le physique, Jean-Marie. Ça dépend. Repens-toi. Je me repens, mais... Repens-toi. Demande pardon. Je demande pardon et je me repens. Laurent Baffy, il est rentré ces dernières années dans un espèce d'arc de rédemption où il a commencé à s'excuser sur un certain nombre de blagues misogynes, sur la manière qu'il avait de s'attaquer à des proies faciles sur le plateau de Ardisson, et il a mis en scène un spectacle qui s'appelle Soupe Miso. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais c'est un spectacle qui aborde le thème de la misogynie et des violences conjugales. Un sujet que Laurent Baffy n'avait jusqu'à maintenant jamais évoqué et auquel il a pourtant été confronté quand il était jeune. Et c'est parce que petit à petit la parole se libère dans un monde qui évolue, que Laurent Baffy s'est trouvé le courage d'aborder le sujet. Alors qu'il a coécrit Bigard met le paquet, dans lequel on peut entendre « Comment est-ce qu'on pourrait faire du mal à une femme? Comment? Bon, une claque dans la gueule de temps en temps, mais... ça n'a rien à voir. Elle aussi, elle nous met des claques dans la gueule. » Bigard aurait pu vieillir comme Laurent Baffy, prendre un peu de recul, admettre ses torts, et faire rire autrement. Mais non. C'est juste la faute de la société bien pensante. Alors s'il regarde cette vidéo, et je sais que c'est une possibilité non négligeable, je ne pense pas que Jean-Marie Bigard va avoir une épiphanie et réaliser d'un seul coup « Ah bah ouais, putain, j'ai été con !» Si Bigard est à ce point fatigué de jouer, d'écrire et de penser, ce sera plus facile pour lui de se dire que tous les autres ont tort. Oui, t'as bien ça que les autres sont 6,5 milliards. Tu dis, ça va être dur de les réunir tous dans la même salle pour leur expliquer à tous qui se gourent complètement sans ton compte, hein, tu vois. Alors ces derniers défenseurs brandiront à nouveau le Stade de France, le comique préféré des Français, 10 millions de DVD de VHS, et ils m'expliqueront qu'il est pas là pour faire plaisir aux wokistes bien pensants comme moi, mais à son public. Sauf que, j'ai un scoop pour vous les gars. Le public de Jean-Marie, c'est aussi
des gens comme moi. Et je sais que ça emmerde profondément certains d'entre vous, mais moi aussi j'ai grandi avec ses sketchs. J'ai acheté ses DVD, j'ai lu sa putain d'autobiographie. Alors expliquez-moi en vertu de quoi moi, je serais moins son public que vous. Quand un humoriste réussit à réunir 52 000 personnes dans un stade, c'est qu'il a un public très varié. Le public de Jean-Marie, c'était des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, de gauche, de droite. Et toutes ces personnes ont grandi, vieilli et parfois changé d'avis sur certains aspects d'une société qui évolue. Et c'est parce que Jean-Marie Bigard n'a jamais changé, n'a jamais évolué, qu'il a déçu tant de ses spectateurs et qu'il n'a jamais pu espérer remplir à nouveau le Stade de France. Aujourd'hui, Bigard, il changera plus. Ses proches ont essayé, avec beaucoup de bonne volonté, et ça n'a rien donné. Tu nous as fait chier avec le vaccin pour le Covid. Hein. Quand je me suis vacciné, tu m'as dit « je suivrai ton cercueil ». Oui. Et après, tu t'es fait vacciner. Mais non, jamais. Bon. J'ai jamais été vacciné, mon Ah gars. bon? Ouais. C'est une fausse information. Comment ça se fait que depuis des décennies que tu médites et que tu t'imprègnes de ça, c'est indispensable dans ta vie? Oui. Pourquoi tu tombes encore dans le piège de la colère? Ma colère est drôle, attention. Pour toi, pas pour les autres. J'ai vu des gens éclater en sanglots, moi, à table. Je te jure que c'est vrai. J'ai vu des gens pleurer devant ta colère. Et puis Jean-Marie, aujourd'hui, c'est quelqu'un de fragile, qui a des graves problèmes de santé. Entre sa septicémie de 2016, son diabète, son alcoolisme, sa polyarthrite, quelques mois avant la sortie de cette vidéo, il a fait un AVC qui semble l'avoir, encore une fois, très affaibli. Mon Cyril, c'est quand tu veux, hein. Quand tu veux, toi, je reviens te faire chier. Ok? Bon, tu vas mieux, quoi. Je vais mieux, y a pas de souci. La carrière de Jean-Marie est derrière lui maintenant. Et l'heure n'est plus au changement. L'heure est au souvenir. J'aimerais vivre le plus longtemps possible pour mes enfants, parce que moi, ma carrière est faite, tu vois, je peux décéder demain, je pense que j'ai fait l'essentiel de ce que j'avais à faire sur cette terre. Et j'aurais laissé suffisamment de phrases et de traces. Tu sais, on meurt deux fois, hein. On meurt une fois quand on meurt, t'es tout froid, t'es dans le cercueil. Et la deuxième fois, c'est quand on ne prononce plus jamais ton nom. Et moi, je crois qu'on va prononcer mon nom. J'ai la prétention de penser qu'on prononcera encore pendant un petit moment mon nom. En dépit de ce qu'il est devenu au fil des années, Jean-Marie Bigard restera un artiste marquant de la scène humoristique française. Une anomalie, au profil atypique, au parcours unique, qui ne pouvait exister qu'à ce moment précis de notre histoire. C'est ce qui l'a rendu si populaire, c'est ce qui l'a fait briller si fort, mais c'est aussi ce qui l'a rendu si marginal et qui a éteint son éclat une fois le moment passé. Et si aujourd'hui il ne trouve plus sa place sur cette scène, on ne doit pas oublier ou renier l'importance et l'impact de son passage. Car personne d'autre que Bigard n'aurait pu être Bigard. Le plus beau Molière qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de dire que ce mec-là sera mort, plus personne ne pourra faire ça. Quelqu'un d'autre fera autre chose, quelqu'un d'autre aura trouvé une autre mélodie, mais ça, plus personne ne pourra le faire. Jean-Marie, il est ce qu'il est. Et si ce qu'il est devenu avec le temps me déçoit, je le reconnais, je garde malgré tout de la sympathie pour lui, pour ce qu'il a été et pour les bons souvenirs que j'ai de lui. Et je suis pas le seul. L'Inquiétéracide, par exemple, ils l'ont pas invité sur leur chaîne pour faire le buzz. Leur vidéo est le témoignage d'une vraie tendresse et d'une vraie sympathie pour le bonhomme. Et j'irai même plus loin. Quand je vois le débat, enfin le similé débat entre Fatima Benomar et Jean-Marie Bigard, ça se voit que Fatima Benomar, elle a elle aussi de la tendresse pour lui. D'ailleurs, elle le dit. Quand je disais que j'ai grandi avec votre humour, j'ai 42 ans et tout, moi, j'aurais aimé rire à taux plein à votre humour. Mais je savais, dans ma position de femme, que ce salope-là était à la fois une balle dans le cœur, parce que ce salope-là, j'y ai été confrontée toute ma vie, dans ma vie professionnelle, dans la rue et tout, et à chaque fois, c'était à des fins d'humiliation et de dégradation. Et à la fois, parfois, on va essayer de le redécorer avec l'idée, mais en fait, au final, c'est un compliment, ça veut dire que tu es libéré, ça veut dire que t'es pas coincé, quoi, etc. Fatima ? Alors la vidéo, la sous-titre militant féministe, mais Fatima Benomar, c'est pas n'importe qui. C'est une militante très investie et très engagée dans les luttes féministes depuis plus de 15 ans. Entre l'association Oser le féminisme, les effrontés, Nous toutes ou même en son nom propre, elle a été sur tous les fronts. Elle a milité pour qu'on gracie Jacqueline Sauvage, qui a tué son mari dont elle subissait la violence conjugale. Elle a participé
participé et lancé de nombreux appels, interpellé de nombreuses personnalités politiques. Elle s'exprime régulièrement sur les VSS, le harcèlement de rue, l'égalité salariale, le droit à l'avortement, à la PMA, aux réunions en non-mixité, aux droits des femmes voilées. Si on rajoute son combat pour abolir la prostitution alors que Bigard voulait réouvrir les maisons closes, elle est objectivement l'ennemi numéro 1 de Jean-Marie Bigard. Et pourtant, quand on l'entend lui parler du lâcher de salope et des luttes féministes, elle montre une patience et une bienveillance à l'égard de Jean-Marie que je trouve admirable. Et même si évidemment ça doit jouer un peu, c'est pas seulement une volonté d'arrondir les angles et de produire un discours audible. Ça se voit qu'elle a de l'affection pour lui, même s'il incarne tous ceux contre quoi elle se bat. Alors pourquoi ? Pourquoi moi, elle et tant d'autres, on a encore de la sympathie pour ce mec-là ? Et pourquoi j'ai fait cette vidéo interminable ? Pour l'expliquer, il y a un mot qui me vient à l'esprit et qui vient à l'esprit de beaucoup de gens quand on parle de Jean-Marie, c'est le mot tonton. Alors je parle pas forcément de la figure iconique du tonton raciste du repas de Noël, qui est plus un symbole fantasmé, un bouc émissaire assez proche du beauf, dont on se vante d'avoir mouché le discours à table pour montrer que non, on n'est pas comme lui. Non, moi je parle du tonton au sens plus personnel, et même intime du terme. Je parle véritablement d'un membre de notre famille élargie, en incluant des possibles amis de la famille qu'on connaît depuis toujours. Pas forcément notre oncle donc, pas forcément un homme d'ailleurs, mais comme le beauf qui est pas forcément le beau-frère, appelons cette figure-là tonton. Ce tonton, on a d'excellents souvenirs de lui quand on était enfant. On se rappelle que c'est quelqu'un qui faisait des blagues, qui disait des gros mots, qui était généreux, qui regardait pas la dépense quand il fallait payer le repas de Noël. En grandissant, c'était la seule personne avec qui on pouvait parler de sexualité, de manière franche et crue, parce qu'on pouvait pas le faire avec nos parents. Il a toujours eu des anecdotes un peu folles, des belles médailles à nous montrer, des moments de gloire éphémères. Et puis, ça lui arrivait parfois de dire des trucs hyper profonds. Adolescent, vous avez adoré rire de ses blagues et passer de longues heures à discuter avec lui. Seulement, au fil des années, ce tonton-là, il vous a de moins en moins amusé. D'abord, vous avez pris conscience qu'il répétait toujours plus ou moins la même chose et que ces belles anecdotes un peu dingues et ces belles médailles, mine de rien, il les rabâche sans cesse. Et tu sais que j'ai fait le Stade de France ? Et tu sais que j'ai joué du Molière ? Et autant c'est impressionnant la première fois, autant quand c'est la 15e fois qu'il t'en parle, t'as envie de lui répondre « Ok, mais t'as fait quoi depuis ?» Puis ces grandes blagues-là, elles ont tellement fait son succès auprès de ses neveux et nièces, elles ont tellement fait de lui un sacré tonton, qu'au bout du compte, il s'est lui-même cantonné à ça. Et cette vulgarité qui faisait parfois son charme, c'est devenu sa seule manière de s'exprimer. Et très vite, ça devient lourd. Et puis oui, en vieillissant, il a passé un peu trop de temps sur les groupes Facebook complotistes ou devant la télé. Et maintenant, sa pensée, elle se résume à des idées toutes faites. En tout cas, il paraît répéter bêtement ce qu'il a entendu ailleurs, sans vraiment pouvoir développer le sujet. Et les discussions si enrichissantes du passé sont maintenant des lieux communs qui semblent tourner en rond, encore et encore. Alors au final, cet oncle-là, on l'évite. On veut plus le voir. On veut plus passer Noël avec lui. On décommande, parce que c'est devenu un moment pénible, angoissant, et c'est douloureux de le voir dans cet état. Mais ça ne nous empêche pas de nous inquiéter pour lui, de prendre de temps en temps de ses nouvelles, de garder des bons souvenirs des Noëls passés. Et je trouve que Jean-Marie Bigard est une parfaite illustration de ce schéma. Je suis conscient que ce que je raconte là, c'est pas universel. Tout le monde n'a pas eu de tonton de ce genre-là, et même si on étend cette figure familiale à d'autres membres de notre entourage, tout le monde n'a pas vécu cette expérience-là. Et ceux qui l'ont vécu et peuvent en témoigner, laisseront sceptiques les autres, et notamment la génération suivante. Ces souvenirs passés de l'oncle de votre jeunesse, vous ne pouvez pas les transmettre à vos propres neveux et nièces qui n'ont jamais connu cet oncle autrement que tel qu'il est aujourd'hui. Et la sympathie que vous avez à son égard, elle peut leur sembler complètement inappropriée et déplacée. Vous ne pourrez jamais leur faire vraiment rencontrer cet oncle du passé. Tout ce que vous pouvez faire, c'est le raconter. Je vous ai dit au début de cette vidéo qu'il y avait 2 Jean-Marie Bigard, et j'espère que désormais vous ne pourrez plus penser à l'échappée du bus qui bouffe le cul d'une pute, sans avoir au moins une pensée, même brève, pour l'autre Bigard. Un poil de cul sur ma savonnette, et ça pollue toute ma planète. Sous l'eau chaude il reste collé, alors du doigt il faut gratter, puis sous l'ongle aller chercher le poil de cul sur ma savonnette, et ça pollue toute ma planète.
Sous l'eau chaude, il reste collé. Alors du doigt, gratter, puis sous l'ongle, aller chercher un poil de cul sur ma savonnette. Et ça pollue toute ma planète. Sous l'eau chaude, il reste collé. Alors du doigt, il faut gratter, puis sous l'ongle, aller chercher le poil de cul sur ma savonnette. Pour ceux qui aiment les mots croisés, c'est un mot de 3 lettres. Ça commence par un F, ça finit par un N. C'est la fin. Et voilà le travail.